Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Esoteria Destinée, écrit par Julien Zavadka-Pigault. Et aujourd'hui, nous lirons le chapitre 5. Le chapitre 5 qui s'intitule Aline. Ça sera donc notre cinquième live sur ce roman. Si vous voulez trouver les épisodes précédents et les épisodes à venir, comme d'habitude, je vous invite à checker l'onglet playlist de ma chaîne YouTube et à chercher la playlist et si on lisait Esoteria Destinée tout simplement. Le tome 1 est également disponible, en tout cas la première mouture du tome 1, puisque je vous ai déjà expliqué comment il avait évolué à travers le temps et ainsi de suite. C'est pourquoi il ne se titre pas Esoteria mais Chimère, donc cherchez et si on lisait Chimère Héritage sur ma chaîne YouTube. Enfin, pour ce live présent, pour cette rediffusion présente, si vous me regardez sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement où bon vous semble. Ça sera d'autant plus intéressant ce soir que je vais faire non pas une mais deux pauses parce que la lecture est un petit peu plus longue que les fois précédentes. Je veux faire le chapitre 5 dans son intégralité pour garder son unité de sens. Il n'est pas beaucoup plus long, donc il y a moyen de le faire en un live. C'est juste que le live va durer... je pense que là, on était sur une moyenne de 1h30, 1h40. Là, je pense qu'on va passer sur un 2h, 2h30 entre les deux, quelque chose comme ça. Donc voilà, il va y avoir un petit peu de rab aujourd'hui. Ça sera certainement le live le plus gros qu'on fera sur cette œuvre. Et ensuite, il ne nous restera plus que deux lives d'ailleurs pour terminer avec le chapitre 6 et 7. J'ai déjà checké en amont si le nombre de pages correspondait à peu près au temps que je mettais pour le lire et ainsi de suite. Donc je suis quasi à 100% en mesure de vous dire que il y aura un live vendredi à 21h pour le chapitre 6 et un live en début de semaine prochaine pour le chapitre 7 qui mettra donc fin à la lecture. Voili voilou, bonsoir Mirani, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien l'ami. C'est l'occasion d'accueillir l'auteur les amis, puisque oui, derrière ce pseudonyme Mirani TV se cache Julien Zavadka-Pigault, ça fait plaisir de te voir. Euh, J'espère que ça va continuer à te plaire cette lecture. Je me répète, mais encore merci pour ta confiance. Encore merci de m'avoir demandé si je pouvais lire ça en live. Ça me fait très plaisir. Et puis écoutez, on va se mettre assez rapidement dans la lecture. Comme je le disais, on a une lecture assez dense ce soir, donc on va pas traîner. Je dis deux, trois petits trucs en intro très rapidement, juste pour vous tenir au courant, vous tenir au jus de ce qui se passe un petit peu sur la chaîne et autour, parce que bah voilà, je fais pas que la chaîne YouTube, Twitch et ainsi de suite. Et puis aussi, bah, comme d'habitude, pour que les gens qui voudraient suivre en live aient le temps d'arriver. Donc, petite chose, chose directement liée au live, pour le coup directement liée au live de lecture notamment. Euh, Après la lecture d'Esoteria Destinée, je ne suis pas encore fixé sur une lecture, donc je ne peux pas encore vous dire sur quoi je vais partir. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des envies, j'ai quelques velléités à partir sur quelque chose que je n'ai pas encore fait, que je me suis toujours refusé de faire parce que j'y voyais des difficultés multiples. Je vous en ai déjà parlé. Je vais vous laisser dans du pur tease et ne pas trop entrer dans le détail parce que je suis encore pas sûr de mon idée, je suis pas encore sûr de vouloir le tenter. Mais quand même, je me dis, bordel, t'interdis pas le truc, si ça se trouve ça passera. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça sera expérimental, on va tester, soit ça se passera bien et je serai en mode, bah génial, j'ai débloqué toute une strate, j'ai débloqué tout un pan de la littérature qu'on va pouvoir faire en live. Soit ça passe pas, et tant pis, ça aura été une mauvaise expérience, une mauvaise soirée à passer. Et puis c'est pas grave, on passera à autre chose plus tard, y a pas de problème. En tout cas, voilà, je suis vraiment chaud en ce moment. J'ai vraiment très très envie de tenter une toute nouvelle lecture, un tout nouveau type de lecture. Donc voilà, sur des textes que je me suis refusé jusqu'à présent. Vous avez remarqué, on a déjà fait du roman, on a déjà fait de la nouvelle, on a déjà fait quel autre genre, quel autre format. On a déjà fait de la poésie. On a même fait des textes un peu plus philosophiques, il me semble. Oui, voilà, par exemple, on a fait du conte philosophique avec Voltaire, par exemple. Euh, Pas avec Voltaire, d'ailleurs, c'était avec... si, c'était Candide.
c'était Candide. Et puis on a fait par exemple du beaucoup plus traité philosophique avec du contrat social. Il me semble que j'ai lu ça en live. Oui, 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 oui. Ouh là là, je commence à avoir une cinquantaine de lectures en live à mon actif. Je ne me rappelle plus de tout. Mais oui, oui, je crois que je l'ai fait en live. Donc voilà, voilou. On va peut-être ouvrir sur un nouveau pan, sur une nouvelle possibilité. Comme je le disais, j'en ai parlé souvent, que j'en avais l'envie, mais que c'était pas facile à mettre en place et que je voulais pas m'octroyer, entre guillemets, un talent que je n'avais pas. Je vous glisse des petites graines d'indices comme ça. Mais bon, essayons, essayons. Donc voilà, je vais bientôt give it a try à une nouvelle expérience sur les lives de lecture, comme je l'ai fait un petit peu avec la lecture qui précédait Esoteria Destinée, puisque c'était une lecture de livre dont vous êtes le héros, hein, grosso modo, qui était le tome 1 d'une saga, de la saga des aventures du Pyro Barbare et de Billy, écrit par David Kuhn et Bob Lennon. Et donc Bob Lennon avait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber, streamer, etc. Assez reconnu. Et donc il avait fait un crowdfunding pour pouvoir faire ce tome 1. Ça s'est apparemment bien passé. Apparemment il a mis en branle toute une structure, tout un schéma où en gros il va faire des tomes et des tomes pendant des années et ça va faire une longue histoire, une longue saga comme ça. Et je vous avais dit, quand le tome 2 arrivera, je participerai au crowdfunding cette fois-ci, puisque lors du crowdfunding du tome 1, j'étais trop pauvre. Bon, je suis pas beaucoup plus riche, hein. Mais en tout cas, j'avais pas les moyens à ce moment-là, donc j'ai pas pu participer. Et devinez quoi, pas plus tard que hier, il me semble, je me suis rendu compte que le crowdfunding du tome 2 était en cours. Donc voilà, sur KissKissBankBank, il me semble. Euh, il reste une trentaine de jours pour pouvoir participer. C'est déjà largement baqué, c'est sûr et certain que ça va sortir. Il est déjà sur une somme astronomique. Donc tant mieux pour lui. Et tant mieux pour nous, puisque on va pouvoir profiter de ce bouquin. Du coup, le tome 2 s'appelle, il me semble, La Corne des Sables d'Ivoire. Je crois que c'est ça le titre. Le premier étant La Forteresse du Chaudron Noir, que vous pouvez trouver en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Et écoutez, moi c'était une aventure qui m'avait bien plu. Il m'a semblé voir que les livraisons seraient prévues vers je crois, mars 2023. On sait que sur les crowdfunding, il y a souvent du retard. Donc voilà, on peut se dire que courant 2023, il est possible que je vous fasse la lecture du tome 2. Si tout va bien d'ici là, si je suis toujours sur YouTube, si je fais toujours des live Twitch et tutti quanti, mais en tout cas, moi je vais participer à ce crowdfunding parce que je trouve le projet vraiment sympathique. Le tome 1 m'a vraiment plu, donc, et c'était une bonne expérience, double bonne expérience, à la fois ce livre dont vous êtes le héros et à la fois le fait de le faire en live avec vous. Donc voilà, à réitérer potentiellement, je vous invite à vous y intéresser si toutefois vous en avez la curiosité. Bien, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport au live de lecture et je vois que l'introduction va commencer à durer un petit peu trop longtemps à mon goût. Donc je vais couper court en vous disant tout simplement que je suis en train de travailler sur un truc en privé toujours et toujours. Un projet dont je ne veux pas trop parler parce que j'ai peut-être un peu trop tendance à parler de mes projets non aboutis et du coup à beaucoup en dire alors qu'en fait c'est loin d'être fini. À voir, ça ne voit jamais le jour, ce qui est un peu dommage. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que moi ces temps-ci je m'occupe à faire des travaux, à créer une pièce spéciale pour pouvoir accueillir un matériel spécial et de ce matériel spécial pouvoir alimenter quelques-uns de mes projets, notamment autour du jeu de société et tutti quanti. J'en dis pas plus, ce sera pas que ça d'ailleurs, mais notamment. J'en dis pas plus pour le moment. Si ça s'avère être quelque chose de réussi, c'est pas le terme que je cherchais, mais de concluant. Voilà, si ça s'avérait être concluant, je vous en parlerai et vous en entendrez parler assez rapidement, peut-être sur mon Facebook, mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. D'ailleurs, je risquerai de vous partager quelques vidéos, ou si ce n'est des vidéos, au moins quelques photos. Voilou, bien.
J'ai réussi à être à peu près concis. Je suis à peu près content. On est sur 10 minutes d'intro. C'est pas horrible. La dernière fois, on s'était arrêté sur un nouvel amincissement de l'équipage, puisque après avoir perdu Ciri lors du chapitre 3, nous avons perdu Gluz lors du chapitre 4, qui est dans une autre dimension parallèle avec le zombie, on sait pas trop où il est, avec le fossoyeur là. Donc du coup, est-ce que l'équipage du Cyriella va savoir continuer malgré ses nombreuses pertes? Que va-t-il se passer? Est-ce que Finn et Julie vont continuer à être complètement perdus et désabusés? Est-ce qu'ils vont se laisser ronger par le désespoir? Nous allons le découvrir, d'autant plus que ils ont de moins en moins de moyens de poursuivre leur chemin, à la fois parce qu'ils perdent des compagnons, et à la fois parce que le fermoir de la déesse ne réagit plus comme il le faisait auparavant. Et vu que ça leur servait un peu de boussole, ils sont un peu paumés sur où aller. Ils avaient l'étape du cimetière flottant qu'on a vu lors du chapitre 4. Mais maintenant, que faire? Que faire? Que faire? On va le découvrir. Et j'ai hâte de découvrir justement comment ils vont se sortir de ce trépas, de ce, comment on appelle ça, de ce cul-de-sac. J'ai bien hâte. Je vous invite, chers amis, comme d'habitude, à vaquer à vos activités en toute quiétude en m'écoutant. J'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie et je vous souhaite la bonne santé. Et avec ça, la bonne écoute. Comme je le disais, aujourd'hui je vais faire 2 pauses, le chapitre étant un peu long. Et donc, on se retrouve un peu plus vite que d'habitude, en tout cas que sur les derniers lives. Sachant que j'ai opéré mes découpes à des moments où l'auteur avait préparé une découpe. Donc c'est des découpes arbitraires dans le chapitre, mais pas arbitraires en soi, puisque c'est vraiment des découpes pensées par Julien Zavad-Capigo. Donc voilà. Voilou, j'ai été le plus complet possible. On peut se lancer. Bonne écoute, justement, Mirani, Julien, c'est marrant en fait de parler de toi en tant qu'auteur, etc., alors que je te connais si bien, mais ouais, mais c'est très drôle, et du coup de te faire la lecture de ton propre livre, ça doit être n'empêche assez marrant, ça doit être assez marrant, j'imagine si quelqu'un faisait la lecture de mes bouquins, ça me ferait marrer je pense. Bref, bonne écoute à toi, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat, et bonne écoute également à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure. On est parti. Chapitre 5. Aline. La matinée était superbement douce. Le jour se levait lentement et perçait calmement la brume, créant un panel de couleurs chaudes et réconfortantes. Le vent jouait à travers les arbres comme un musicien de talent qui viendrait caresser son instrument. Quelques feuilles tombaient et venaient s'abandonner sur un petit cours d'eau. La rosée chutait à son tour des fleurs et des plantes qui paraient un sentier encore un peu sauvage et traversant la forêt. Un lapin jetait des regards curieux et éveillés, conscient du changement qui s'opérait. Tout se conjuguait en une paisible harmonie, dans une transition impeccable et délicate. Aline marchait sans véritable autre but que la marche en elle-même. Elle connaissait le chemin par cœur et pouvait le parcourir fidèlement sans réellement y songer. Cette promenade l'emplissait de calme, de sérénité. Se laisser porter en écoutant simplement ses sens était un moyen pour elle de commencer la journée avec une lucidité sans pareille. Atteindre un état de neutralité et de communion avec les choses qui l'entouraient lui offrait une certaine quiétude et éloignait toutes les questions futiles. La femme réalisait ce rituel plusieurs fois par semaine, chaque fois qu'elle le jugeait nécessaire. Le sentier bifurquait pour s'éloigner des arbres et remonter la rivière. En amont, une cascade créait un bassin peu profond et constellé de rochers. Là était son endroit favori. La faune était habituée à son passage, et il n'était plus rare que des animaux croisent le chemin d'Aline sans éprouver de peur ou de crainte, et avant de continuer leur route. La présence d'un certain nombre d'entre eux, immobiles et non loin de l'eau, était un fait peu commun. Ce qui ressemblait à un ours au pelage gris et dénué de pattes, poussait des grognements inquiétants qui attirèrent la marcheuse. À son arrivée, la créature fila en glissant comme un gros escargot velu.
Quelque chose rampa sur le sol avec vivacité, semblable à un serpent fuyant, désirant se cacher au plus vite. La dépouille d'un autre escargours gisait à côté d'une personne endormie. Aline contrôla de justesse un élan de dégoût. Le corps de l'animal était profondément déformé. Quelque chose en avait absorbé la substance, comme un fruit dont on aurait aspiré la chair en laissant la peau intacte. La femme prit un instant pour observer le deuxième corps qui ne fit qu'apporter encore plus d'interrogations. Celui-ci était recouvert de sang, qui ne pouvait pas être celui de la créature velue, car elle en possédait un d'un gris caractéristique. Son visage était d'un blanc si prononcé qu'il aurait été facile de penser la personne morte si son buste ne se mouvait pas irrégulièrement, mu par un souffle discontinu. C'est le bras droit de l'inconnu qui se révéla être l'élément le plus frappant et ésotérique. Un peu en dessous du coude, qui demeurait ordinaire, la chair laissait place à une matière végétale d'une couleur très proche du noir. Dans un assemblage filandreux, de très nombreuses tiges ponctuées de piquants remplaçaient entièrement l'avant-bras et la main de la personne allongée. Ce bras de ronce gardait des proportions logiques au reste du corps et se mouvait d'une façon presque imperceptible, mais comme une boule de couleuvre dont le temps aurait été ralenti. Une rose absolument sublime, d'un rouge vif et impeccable, garnissait le tout et trônait sur le côté du poignet. Aline frissonna. Plus haut, au-delà de la cascade, se trouvait le labyrinthe de ronces. Dernier endroit connu de son village avant l'impénétrable mur de brume, c'est là que poussaient ces étranges et inquiétantes fleurs. C'était pourtant la toute première fois qu'elle en voyait une ainsi agencée au corps d'une personne qui semblait toujours vivante, bien qu'en piteux état. La femme tenta de parler en haussant la voix, puis de secouer le corps nouvellement trouvé, mais rien n'éveilla l'inconnu. Sans véritable autre choix, elle prit la décision de la ramener chez elle. La pénible tâche entama sérieusement le reste de sa journée. Nourris-moi, nourris-moi. Cyril s'éveilla en sursaut et fut instantanément sur le point de s'évanouir de nouveau. Elle se débarrassa immédiatement de la couverture sous laquelle elle était installée. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front, son crâne tambourinait. Penser était douloureux et compliqué. Elle perçut le bruit d'un cours d'eau provenant de derrière une fenêtre entr'ouverte. Un rideau de perles tressé la séparait de l'espace principal de la pièce où elle se trouvait. Seules une armoire et une petite table de chevet étaient visibles de son côté. Sur celle-ci était installé un fruit orange semblable à une mangue, ainsi qu'une chope de bois remplie d'eau parfumée. La serre-griffe but rapidement pour soulager sa gorge sèche. Son regard se porta sur son bras droit. Prise par une vague de peur, elle lâcha le récipient qui tomba lourdement sur les planches qui composaient le sol. Quelques souvenirs lui revinrent à l'esprit, comme autant de flashs violents et éprouvants. Vénilien était sur le point de mettre fin à ses jours quand elle avait brièvement réussi à échapper à son emprise, arrachant dans un élan de désespoir la pierre qui pendait à son cou et sautant du haut du mont Roquetan pour plonger dans la mer de brume. La suite était bien plus floue. Elle se souvenait d'une lente agonie parmi un amas de ronces, le dos et les jambes brisés. Puis quelque chose avait insufflé de la vie en elle, quelque chose qui, étrangement, avait également besoin d'elle pour survivre. Ses yeux se posèrent sur la rose poussant au poignet de son étonnant bras végétal. Les perles du rideau s'entrechoquèrent. « Oh, tu es réveillé. N'hésite pas à... » Cyril essaya de se lever, ses forces l'abandonnèrent une nouvelle fois dès qu'elle essaya de se tenir droite. Aline la rattrapa de justesse. La vision de la serre-griffe redevenait incertaine. « Repose-toi. Tu n'as rien à craindre ici. Je veille sur toi. » « Mais si, là, le pain parasol !» Des rires éclatèrent. L'ambiance était joviale. La table était raisonnablement garnie. Il y avait de quoi nourrir tout le monde convenablement, mais rien n'était dans l'excès. Une famille de 5 personnes était installée confortablement dans des fauteuils en osier et se racontait les péripéties de leur journée. La plupart d'entre eux pouvaient être qualifiés de marchands ou d'artisans. Vendre au marché quotidien le fruit de leur travail constituait leur principal moyen de vivre et d'apporter le nécessaire à leur maison. Aline fabriquait, réparait ou agençait des pièces de cuir selon les besoins des villageois. Sa matière première jouissait d'une certaine réputation. Elle n'était non pas conçue de bêtes dépecées, mais de l'épaisse couche recouvrant des fruits typiques de la forêt. À l'aide d'un procédé tout de même laborieux, l'artisane parvenait à produire une matière robuste et souple,
rivalisant avec les meilleures pièces de cuir plus traditionnelles. « Je te jure, personne n'arrivait à rester calme. » La femme, qui venait de terminer son récit, aborda un sujet plus sérieux, bien qu'un sourire fraîchement nourri demeurait sur son visage. « L'étrangère s'est réveillée, Aline ? Je ne suis pas certain que ce soit de bon augure. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans son genre. Ses vêtements et son bras fit remarquer un homme assez âgé dont la voix exprimait plus de l'inquiétude que de la véhémence. Brièvement, hier après-midi, son état m'inquiète beaucoup, avoua l'artisane. Je vais aller voir comment elle se porte et changer les tissus qui ont besoin de l'être. Flo, tu peux débarrasser la table ce soir, s'il te plaît ? Une petite fille afficha un grand sourire dépourvu de 2 ou 3 dents de lait. D'accord, Lily, mais je veux une histoire tout à l'heure. Promis. Aline se leva, rassembla les couverts de chacun et confia la suite de la tâche à Floria, la cadette. La femme se dirigea alors vers le fond de la pièce et traversa le rideau de perles. Ciri était assise sur le côté du lit, le visage dans ses mains, les coudes en appui sur ses genoux. La douleur s'était considérablement réduite, mais la serre-griffe se sentait encore faible. Une nouvelle et étrange sensation fut l'élément qui la perturba le plus. Elle sentait un appétit nouveau, bas, cruel, quelque chose qui lui donnait envie de consommer de la vie, d'absorber quelque chose. « Nourris-moi, ou tu seras ma propre nourriture. » Ciri aperçut Aline qui venait d'entrer. La femme était un peu plus petite que la capitaine du Cyriella, mais sûrement du même âge. Ses cheveux d'un blond foncé étaient attachés en une queue de cheval qui lui permettait de se mouvoir sans que ceux-ci ne viennent la gêner. Son visage transparaissait de son humeur bienveillante et énergique. 2 yeux marron foncé pouvaient fixer avec force et avaient le pouvoir de maintenir captif un interlocuteur. L'artisane n'avait cependant pas l'habitude d'user de cette aptitude. Elle avait une joie facile et contagieuse et l'utilisait dès que possible pour résoudre les situations qui se présentaient à elle. Un tablier dont les bretelles n'étaient plus en place était devenu une sorte de jupe, recouvrant un pantalon en tissu, s'arrêtant un peu en dessous des genoux. 2 bottes, bien entretenues, mais ayant clairement vécu, terminaient d'habiller les jambes. Pour le haut, un simple maillot bleu foncé faisait l'affaire. « Qu'as-tu dit » interrogea la convalescente. « Eh bien, rien du tout. Tu nous as entendus à côté ? Ça fait longtemps que tu es réveillé ? » Quelques minutes. L'artisane s'assit à côté de la serre-griffe. « Je vais demander à Sally de laisser quelques trucs à grignoter sur la table à côté, si tu te sens de manger. Je pense que ça te ferait du bien. Tes vêtements et ton épée sont dans l'armoire juste là. J'ai pris la liberté de les laver. Écoute, j'aimerais simplement te poser une question. Est-ce que tu es dangereuse pour nous ?» Ciri répondit d'abord d'un signe négatif de la tête. « Non. Il y avait une pierre avec mes affaires, non ? Un collier brisé. Quelque chose ? Oui, je l'ai posé au même endroit. Je vais aller mettre Floria au lit, sinon elle n'ira jamais dormir. J'aime bien réfléchir sur la terrasse. Tu peux m'y rejoindre plus tard si l'envie t'en prend. » Merci. Aline s'en alla. Ciri eut du mal à se mouvoir, mais réussir à ouvrir le placard lui procura un agréable sentiment. Elle s'habilla. En pénétrant dans la plus grande pièce de la maison, elle croisa un vieux monsieur qui grimpait des escaliers situés dans un coin. L'homme la salua d'un discret signe de la main. Un bol de soupe encore chaud fumait sur la table au centre. L'estomac de la serre-griffe ne semblait pas encore prêt pour qu'elle apporte un réel intérêt au repas mis à disposition. Une porte, non loin de l'escalier, était restée à moitié ouverte et donnait sur l'extérieur. L'embrasure permettant d'apercevoir une petite terrasse constituée du même bois que de la maison. Une lanterne enveloppée d'un abat-jour sphérique prodiguait un éclairage tamisé. Ciri poussa doucement la porte qui produisit un léger grincement. Aline était installée sur un banc suspendu par 2 épaisses cordes, elles-mêmes attachées à l'étage qui débordait du rez-de-chaussée. « Ce n'est pas trop douloureux de te déplacer ? Si c'est encore le brouillard dans ta tête, j'ai quelques infusions qui peuvent te soulager. » La femme avait tourné la tête vers la serre-griffe lorsque celle-ci était sortie. La terrasse donnait sur une rivière calme. Plus loin, des arbres parsemaient le paysage, et on pouvait apercevoir d'autres édifices de bois malgré le faible éclairage. Des lucioles papillonnaient en petits groupes, complétant ce dernier d'une touche plus artistique que pratique. Ciri profita un instant de la vue avant de répondre. « Ça va. Je me sens encore faible, mais je crois que le pire est passé. Enfin, je l'espère. Je ne veux pas t'infliger une pression tout de suite, mais j'ai beaucoup de questions. Tu te souviens de qui tu es ? D'où tu viens ? »
Oui, c'est assez long à raconter. Je m'appelle Siri. Aline, enchanté. J'ai pas mal de choses que j'aimerais savoir également. Où est-ce que l'on est? Viens t'asseoir. On pose une question à tour de rôle. La serre-griffe s'installa aux côtés d'Aline. Celle-ci reprit. Nous sommes au village d'Iladni, dans la vallée d'Eleth, très très loin au sud du royaume. Je pense qu'on est sûrement le point le plus proche des brumes. Et il faudrait des semaines de voyage à travers la forêt et la montagne pour parvenir au prochain lieu habité. Mais on est autosuffisant. Autosuffisant? Eh, une question chacun notre tour, taquina Aline. Tous les habitants offrent leurs services au reste du village. Et nous avons un tas de personnes qualifiées dans assez de domaines différents pour n'avoir besoin d'aucune aide extérieure. Si tu en as l'énergie, tu viendras au travail avec moi demain. Je te montrerai. L'artisane marqua une pause et grimaça légèrement pour exprimer la réflexion produite par le choix de sa question. Je t'ai trouvé au milieu de nulle part, ou presque, et dans un sale état. Comment tu es arrivé ici? Dans un endroit que tu ne connais pas, si je comprends bien. J'ai sauté du mont Roquetan. Quoi? T'as sauté d'une montagne? C'est où ça, le mont Roquetan? C'est haut? Au-dessus des nuages. Tu faisais quoi là-bas? Je veux bien t'expliquer, mais ça va prendre du temps. J'étais à la poursuite de mon frère. Relation de famille compliquée? Interrogea une nouvelle fois Aline. Plutôt oui. Ça a l'air de bien se passer avec la tienne, non? Une fenêtre s'ouvrit au-dessus des deux femmes, un visage de jeune fille s'y révéla, suivi d'un petit rire coupable. Floria, va dormir. Aline secoua la tête en souriant. Intenable, vraiment? C'est ma famille, oui, mais nous n'avons aucun lien de sang. On s'est trouvés, c'est tout. La plupart des gens d'ici ont de longues histoires passées à oublier, ou veulent simplement être loin de tout le reste. Siri eut un air songeur avant de changer de sujet. Est-ce que tu as une idée de ce que j'ai au bras? Cette rose. Tu as déjà vu quelque chose de semblable? Je ne sais pas grand-chose. Je sais où ces fleurs poussent. Ce n'est pas vraiment un endroit recommandable, personne ne s'y aventure. D'autant plus que c'est à moitié recouvert des brumes. Et pour revenir à ça, j'ai tout le temps dont on a besoin. Raconte-moi ton histoire. Depuis le début? Oui, madame, depuis le début. Les deux femmes discutèrent jusqu'au milieu de la nuit. Aline s'émerveillait, s'indignait, passait d'émotion en émotion au fil du récit de Siri qui venait d'un monde au-delà des frontières connues par celui de l'artisane. Celle-ci avait une facilité hors norme pour devenir un bon public ou pour captiver avec énergie. La serre-griffe se remémora la toute première conversation qu'elle avait eue avec Finn. Les heures qu'elle passa avec la femme qu'elle venait de rencontrer lui firent brièvement oublier l'incessant tumulte qui occupait habituellement son esprit. Aline se rua dans la cuisine. Elle n'avait pas pris le temps de se coiffer convenablement, et ses cheveux en profitaient pour danser à leur guise malgré le fait qu'ils soient attachés. Elle attrapa rapidement un gros fruit sphérique pour le jeter au fond d'un sac qu'elle portait en bandoulière. Une partie de sa famille déjeunait tranquillement sur la grande table. « Tu n'as pas réussi à te réveiller » interrogea le vieux Buckle. Elle a bavardé jusqu'au milieu de la nuit avec l'inconnu. C'est pas juste, je me fais gronder, moi, quand je bavarde durant les cours de monsieur Ménard. L'artisane prit un air consterné. Flo, qui t'a appris à moucharder? Et comment peux-tu savoir que ça a duré tant de temps? La petite fille étouffa un rire et cacha son visage dans son bol dans lequel elle but une grande gorgée. Le jour s'est levé depuis longtemps? Interrogea Aline. Depuis un peu moins d'une heure. Avec l'installation du matériel nécessaire aux festivités de demain, le marché d'aujourd'hui commence plus tard, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'es pas en retard. J'avais prévu de faire tout un tas de choses. Et il faut que je fasse visiter le village à Siri. Elle s'appelle donc Siri. Eh bien, elle a filé il y a un moment déjà. Aline échangeait jusqu'alors avec le vieux Buckle en effectuant plusieurs tâches dans la maison, telles que laver rapidement une chope pour se servir une infusion, arroser une plante posée contre la fenêtre ou enfiler ses bottes. Elle s'arrêta brusquement et regarda l'homme lorsqu'il prononça sa dernière phrase. « Elle a quoi ?» ?»« Elle est partie, oui, vers la forêt. Cette fille est étrangement pâle, non ?» La femme abandonna définitivement l'idée d'arranger sa coiffure et prit rapidement la direction de la porte d'entrée. « Qu'est-ce qu'il se passe, Aline? C'est problématique ?» Beckel n'obtint pour réponse que le claquement de la porte qui se referma. Des gouttes chutaient du ciel irrégulièrement et pour la plupart percutaient les feuilles des arbres en un léger bruit. Il ne pleuvait pas encore assez intensément pour que l'abri naturel prodigué par la verdure ne suffise plus à protéger de l'eau. Aline marcha à bonne allure dans la direction opposée au village.
Par chance, le sol demeurait suffisamment humide pour qu'elle puisse y repérer quelques empreintes. Celles-ci étaient très légères, comme si leur propriétaire avait un pas vif et léger. Cette partie de la vallée était très peu fréquentée, voire absolument pas, si ce n'est de la famille de l'artisane. Ainsi, cette dernière était certaine de suivre la bonne voie. Il y avait de fortes chances pour que seul Ciri soit passé par ce chemin. Malheureusement, la piste devenait illisible une dizaine de minutes plus tard. La Sergriffe avait choisi de quitter le sentier pour s'aventurer plus loin. « Ciri ? Ciri ? Réponds-moi » Aline n'obtint aucune réponse. Elle s'arrêta un instant en soupirant et prit le temps de réfléchir à ce qui pouvait motiver la capitaine du Cyriella. Une souche à l'abri d'un gros rocher se révéla être une assise parfaite pour marquer une pause. Le fruit précédemment posé au fond du sac fut dénudé de son épaisse peau rugueuse pour révéler des quartiers semblables par la forme à ceux d'une orange. Ceux-ci affichaient un blanc cassé et demeuraient assez robustes, mais refermaient une chair pulpeuse et juteuse dont le goût sucré et la capacité de désaltération en faisaient la réputation. Ce moment de répit fut interrompu par un cri épouvantable. Quelque chose venait de hurler de douleur ou d'effroi. Aline crut reconnaître un cheval, mais le son était si affreux qu'elle ne put en être certaine. La femme laissa tomber sa collation sur le sol et se rua dans la direction du rugissement. Elle parvint rapidement dans une vaste et plane clairière. Le spectacle qui s'afficha devant elle lui glaça le sang. Ciri lui tournait le dos, debout, à côté du corps d'un animal décharné. Les éléments filandreux et végétaux qui composaient son bras droit s'étaient réagencés en une longue lame noire et affilée. Les pétales de la rose vibraient. La femme aux cheveux noirs perfora la peau de sa victime, qui n'émettait plus aucune protestation. Le corps du cheval sembla bouillonner un instant de l'intérieur, avant qu'il ne rétrécisse comme privé de toute sa substance. L'artisane brava son état de choc pour se rapprocher à vive allure. « Ciri, qu'est-ce que tu fais ?» La Sergriffe se retourna lentement. Les tiges de son bras claquèrent. La lame disparut pour laisser place à une main qu'il était encore difficile de qualifier d'ordinaire. La rose était d'un rouge cramoisi absolument sublime. « Ciri ?» Le regard de la femme aux membres végétal aurait pu faire fuir n'importe qui. Ses pupilles s'étaient dilatées d'une manière surnaturelle. Le peu de blanc visible sur ses globes oculaires était injecté de sang. Elle fit un pas en avant. Aline inspira brusquement de peur. Sa voix tremblota. « Écoute-moi, Ciri. Je peux essayer de t'aider. Il y a bien quelqu'un au village qui peut savoir ce qui t'arrive. » Toujours aucune réponse. Un nouveau pas en avant. Aline cria le nom de la Sergriffe une dernière fois. Ciri s'arrêta brusquement. Comme si elle sortait la tête de l'eau à la suite d'une plongée prolongée, ses sens revinrent doucement sous son contrôle. Elle entendit son prénom curieusement déformé et lointain. L'inexplicable appétit s'était apaisé. Une longue minute supplémentaire fut nécessaire avant que la femme ne retrouve un état normal. Elle sembla surprise de trouver quelqu'un à ses côtés. « Aline, qu'est-ce que tu fais là ?» L'incompréhension se lisait aisément sur le visage de l'artisane. Elle pointa d'un doigt hésitant le cheval qui ne ressemblait plus vraiment à ce qu'il était durant son vivant. Ciri réalisa ce qu'elle venait de faire. La voix qui lui chuchotait régulièrement d'étranges envies s'était pour le moment estompée. « Oh non. On va trouver quelque chose pour comprendre ce qu'il se passe. Tu n'étais pas dans ton état normal, n'est-ce pas ?» tenta de rationaliser Aline. J'avais si faim. Enfin, je ne crois pas qu'il s'agissait d'un besoin qui me soit propre. Il y a quelque chose avec ces roses. Avec cette rose et ces épines. C'est comme si elles possédaient leur propre volonté. Viens, on va rentrer au village. » Des larmes coulèrent sur les joues de la Sergriffe. « Je ne crois pas, non. Je suis une catastrophe, Aline. Je ne peux pas contrôler cette chose. Il y a forcément quelque chose à faire. On va t'en débarrasser. » Ciri se laissa submerger par ses émotions. « Je n'ai pas besoin de ça. Tu m'as demandé si j'étais dangereuse et je le suis, rose ou non. Je suis une catastrophe. » Quelques mots se perdirent dans de violents sanglots. La femme se laissa tomber à genoux. « Éonore, j'ai perdu Éonore !» Aline s'approcha et la serra dans ses bras, sans trouver de mots qui lui parurent justes. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une toute courte pause.
Mhm. Je suis très très content de ce début de chapitre. Ça me botte vachement. Là, ça me botte vachement parce que du coup, on est sur un chapitre un peu agencé différemment de tous les chapitres précédents. Là, on était un peu sur ce truc de un chapitre égale une étape, un chapitre égale une nouvelle île et une nouvelle problématique, un nouvel univers à découvrir et un nouveau problème à résoudre. Euh, mais c'était toujours sous le même schéma, on va dire. Là, c'est un schéma différent, ce que j'aime bien. Le fait qu'on arrive sur d'abord un autre personnage complètement inconnu, donc Aline, et que ce personnage inconnu prenne autant de place dans l'histoire, je trouve ça un peu rafraîchissant. Ouais, ça apporte du renouveau. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et, euh, et du coup, bah, de voir ce qui est enfin arrivé à Siri après un chapitre d'attente, c'est d'autant plus cool. Par contre, elle est maboule, quoi. Genre, se jeter d'une montagne, elle est fifole. Se jeter d'une montagne qui va plus haut que les nuages. Euh, elle est un peu fifole, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ensuite, j'aime beaucoup le chapitre. Aussi, bah encore une fois, je pense que c'est pas mal carry par le personnage d'Aline. Je pense que j'aime beaucoup le personnage d'Aline justement dans sa bienveillance, dans son énergie. Euh, c'est dit dans les descriptions qu'elle est bienveillante, qu'elle est énergique, qu'elle a le sourire, qu'elle a la joie communicative, etc. Et je trouve que c'est bien retranscrit dans son personnage, dans les dialogues. Donc en fait, c'est communicatif aussi pour le lecteur, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Je pense que j'aime bien le personnage d'Aline. Vraiment beaucoup. Et, euh, et, et puis tout le petit monde qu'elle a autour d'elle, tout son univers autosuffisant, etc. C'est des choses qui me parlent, ça. C'est le genre d'univers que j'aime bien. J'aime trop imaginer ce genre de choses dans des jeux de rôle notamment. Essayer d'imaginer une autre manière de vivre et ainsi de suite. Euh, un autre quotidien. Et là, d'avoir un quotidien un peu isolé de tout le reste du monde, puisque même en termes de connaissance du monde extérieur, apparemment, ils ont l'air d'être assez restreints. Donc du coup, voilà, ça fait une rencontre d'univers un peu plus forte entre Aline et Siri, euh, mais qui se fait malgré tout dans la douceur. Donc ouais, il y a quelque chose de vraiment agréable là-dedans. Je trouve que leur rencontre, tout ça est vraiment très cool. Et Siri qui se fait parasiter par une rose. Et vous aurez compris à chaque fois que je disais des trucs genre nourris-moi, nourris-moi, nourris-moi ou enfin trouve-moi quelque chose à me donner à manger ou sinon je me nourrirai de toi ou je sais pas, je sais plus comment c'était tourné. Bah clairement c'est la rose qui s'exprime dans l'esprit de Siri, on peut le voir comme ça. Et, euh, et ça me botte beaucoup. Siri qui devient parasité, qui à la fin tombe effondrée bah, parce qu'elle a un peu les mêmes remords, on va dire, que Finn. Un peu les mêmes états d'âme de se dire que elle se sent inutile, qu'elle se sent impuissante face aux situations qu'elle a vécues, qu'elle se sent pas de pouvoir, comment dire, pas légitime à défendre ce qu'elle veut défendre ou personne qu'elle veut défendre et protéger. Donc tout ça, encore une fois, le craquage mental est complètement explicable et bien amené. Et ça, jumelé, doublé du fait du parasitage, je trouve ça très très cool. Parce que un des personnages qui est le héros du roman, qui passe un peu du côté obscur malgré lui, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, finalement. On pourrait voir ça par quoi? Par des possessions, par des trucs comme ça, mais au final, je sais pas, je trouve que c'est pas pour le coup j'ai l'impression, là, comme ça, j'y ai pas réfléchi, hein, j'ai pas réfléchi à la question dans le détail, mais j'ai l'impression comme ça que c'est pas un archétype de personnage qu'on voit souvent dans un roman, dans une histoire. Le gentil qui se fait parasiter, ou qui se fait manipuler, ou qui se fait posséder, ou que sais-je encore, et qui du coup vient à faire du mal malgré lui. Donc ça, je trouve ça vraiment cool, parce que ça peut ajouter justement à ce sentiment d'impression d'être condamné, quoi. Impression d'avoir la malchance ancrée en soi et qu'on est maudit et que c'est terrible. Donc ça, j'aime beaucoup.
Et j'aime d'autant plus, là je vais vous l'avouer, c'est un petit kiff personnel, que si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, Julien, tu me diras si je dis des conneries, mais il me semble que c'est un jeu de rôle qu'on a joué ensemble, ça, non? Parce que ça me dit vachement quelque chose, la rose qui parasite quelqu'un et qui l'intime de se nourrir. J'ai l'impression que c'est l'un des derniers jeux de rôle qu'on ait fait ensemble. Ah, il y a de cela quelques années déjà. Euh, donc ouais, ça m'a vachement parlé ce truc-là, et c'était déjà quelque chose, c'était déjà une idée que j'avais trouvé hyper intéressante, hyper jouissive en jeu de rôle. Donc là, ça le fait grave. Ça le fait grave. Enfin, je trouve que moi, ça me rappelle les souvenirs, et je trouve que c'est bien adapté à la littérature. Alors oui, et c'était déjà prévu que Ciri soit infectée par la rose. Comment ça, c'était déjà prévu? Genre, au moment où tu as fait le jeu de rôle, c'est ça? Au moment où tu m'as fait jouer ce jeu de rôle, donc où tu étais maître du jeu. euh, et je sais pas si tu te souviens bien de la scène où le perso de Daiti était infecté. Oh, ouah, tu me rappelles Je crois pas que j'ai la ref précise. Ça m'a fait penser au jeu de rôle. Je me rappelle qu'on a vécu cette situation. Mais j'avoue, j'ai plus la scène exacte en tête. Ouais, non, là, je saurais plus te dire, j'avoue. Pourquoi il y avait ce délire-là d'animaux sucés de l'intérieur comme ça? Ouais, je t'avoue que je sais plus. Mais ça, c'est un truc que je kiffe beaucoup. De toute façon, je trouve que c'est là où on s'amuse vraiment. Bah, avec Julien, je pense qu'on partage un peu ce truc-là. Mais je trouve qu'on s'amuse vachement en jeu de rôle à créer des concepts, en fait. À trouver une petite idée et à après broder autour. Et bah, l'idée de la rose, je trouve que c'est une bonne idée de jeu de rôle, de gameplay, mais je trouve que c'est aussi une bonne idée pour de la littérature, ça marche très bien. Euh, Comme moi, ça me fait penser à une autre idée, à un autre jeu de rôle qu'on avait fait ensemble il y a fort longtemps, encore beaucoup plus longtemps pour le coup. Euh, je sais plus c'était quel artefact, je sais plus ce que c'était exactement, je sais plus si c'était pas une pierre justement ou quelque chose comme ça. C'était un peu dans un délire de malédiction pharaonique. En tout cas, c'était un jeu de rôle donc que masterisait Julien. Et on était dans un environnement un peu égyptien, quelque chose comme ça. Et on récupérait un objet, une relique maudite, quelque chose de ce style. Et en fait, la personne qui possédait cet objet voulait la garder pour lui. Et en fait, plus on passait de temps avec cet objet, plus on devenait violent envers les autres. Et moins on voulait qu'ils nous la prennent et ainsi de suite. Et du coup, je me rappelle, encore une fois, en fait, c'est pour ce genre de mécanique que j'adore le jeu de rôle. C'est que tu peux instiller des mécaniques, des idées, des concepts ultra intéressantes à jouer et qui amènent des situations inédites, hyper intéressantes, hyper marrantes. euh, Où en fait, bah, du coup, Julien, qui était le maître du jeu, m'envoyait en privé des messages en mode bah là, tu sens que la pierre, elle a une inflexion mentale sur toi et que tu peux pas aller contre, etc. Et enfin, non, justement, c'était encore mieux que ça parce qu'il me disait pas aussi explicitement que je viens de le dire. Il me disait juste, t'as pas envie de lâcher la pierre. Genre, il me disait juste un truc comme ça. Je sais plus comment il le disait et je sais plus si c'était une pierre, mais c'était en mode, tu veux pas donner l'objet, t'as envie de le garder, etc., etc. Et du coup, c'est tellement drôle à jouer. C'est tellement drôle à jouer de le faire crescendo aussi, de commencer doucement avec les autres joueurs à dire non, non, mais c'est bon, je le porte, y a pas de problème et tout, c'est bon, je le garde, machin. C'est pas trop lourd, ça va et tout. Et puis en fait, plus au fur et à mesure de l'aventure, ils vont te demander à le voir, etc., plus tu dis non, non, mais c'est bon, je le garde, machin. Voilà, et tu commences à t'énerver doucement et tout, à faire monter un truc comme ça. Donc ça, j'aimais trop, j'aime trop. Et c'est vraiment pour ce genre de mécanisme, pour ce genre de concept que je kiffe le jeu de rôle, je crois. C'est que, ouais, moi vraiment j'ai l'impression de créer un jeu de rôle autour de ce genre de mécanisme en fait. Où je me dis, il va y avoir des situations marrantes. Il va y avoir des situations marrantes. Et, euh, et en plus, ça permet de faire comprendre aux autres joueurs qu'il se passe quelque chose, mais sans que ça soit explicite dans la gueule. C'est un peu subtil et tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc là, voilà. Là, j'adore.
parce que on retrouve cette mécanique portée en littérature, et je trouve que ça marche aussi très très bien, parce que justement, il y a ce décalage de voir Ciri, qui est un personnage plutôt classé gentil, on va dire, et qui est beaucoup dans les valeurs d'honneur, etc. Moi, je la vois un peu comme ça. Donc du coup, voir un personnage qui est du côté de l'honneur, etc., perdre complètement le contrôle, se nourrir d'escargours, ça m'a fait bien marrer, et autres animaux, et ainsi de suite, et se laisser succomber, bah, je trouve ça hyper jouissif. J'ai envie de voir en fait jusqu'à où ça va aller. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il va y avoir une situation critique, tragique? Est-ce qu'ils vont réussir à trouver une solution ou est-ce que bah, ça va être cuit? Euh, Est-ce que Ciri, à la fin du chapitre, elle meurt, tu vois, genre, voilà. Donc j'aime trop voir l'évolution de ce genre d'idées-là. Je trouve que c'est dans ce genre d'idées que réside pour moi l'intérêt de beaucoup de jeux de rôle, mais aussi de beaucoup de romans, j'avoue. Alors, sans spoil, la suite du chapitre, son perso est passé par l'endroit où Ciri a été infectée et il l'avait même croisé. Waouh! Ah, je me rappelais plus de ça. Je me rappelais plus. Ah, c'est hyper stylé. C'est hyper hyper stylé. Bah ça, j'avoue que du coup, c'est un plaisir que les autres lecteurs ne tilteront pas du tout, mais c'est vrai que quand on a fait partie des jeux de rôle du grand maître du jeu, Julien, ça régale de se rappeler ce genre de choses. Ah, les jeux de rôle. Ça me manque tout le temps, les jeux de rôle. Je trouve que c'est... Ça manque de jeux de rôle dans ma vie. C'est trop bien le jeu de rôle. Je pense que ça manque de jeux de rôle dans la vie de beaucoup de gens. Et qu'ils s'en rendent même pas forcément compte. Ils le savent même pas. Ils savent même pas qu'ils ont besoin de jeux de rôle dans leur vie. Non mais en vrai, je trouve que c'est tellement une expérience unique et ouais, enrichissante en vrai. Bref, je vous souhaite à tous de faire du jeu de rôle ou de moins, au moins tenter un coup. Ce serait vraiment sympa pour vous, je pense. Ma phrase est nulle. Ce serait vraiment sympa pour vous, je pense. Ça fait hyper. Je vous prends de haut, c'est débile. Mais bon, bref. Je vous souhaite de faire du jeu de rôle et je vous souhaite de l'apprécier parce que je pense que c'est vraiment des expériences très cool. En plus, donc du coup, entre cette lecture qui est vachement en prise de jeu de rôle, qui me rappelle là directement des souvenirs, la lecture précédente, du coup, Les Aventures du Pyro Barbare, un livre dont vous êtes le héros, c'est très jeu de rôlistique aussi. Une fois de temps en temps, en veillée, donc sur Discord de minuit, de 21h à minuit minimum, on se rejoint avec des viewers pour discuter, jouer à des jeux de société, etc. Et parfois, on fait un jeu de rôle qui est un livre-jeu sur l'univers de Labyrinthe, le Labyrinthe de Jim Henson, donc le film avec David Bowie de 1986, je crois. Et pareil, comment on prend notre pied à retrouver de la magie, retrouver de la féerie, retrouver du merveilleux comme ça. Enfin, j'aime trop, j'aime trop. Et du coup, toute cette ambiance me donne encore plus envie de faire du jeu de rôle, mais un truc de dingue. Je sais qu'on a une connaissance commune, Mini Roblast pour le nommer, par son pseudo, qui est en train d'échafauder peut-être un jeu de rôle. Et j'ai si hâte d'être son joueur. Si hâte d'être son joueur. Bref, trêve de bavardage, parce que là, je pars un peu dans tous les sens. On va recentrer sur la lecture. Je vais rechecker à quel endroit j'avais prévu de m'arrêter. Pour être sûr, je crois que c'était là. Attendez, ça devait être ça. Ouais, ça doit être ça. Très bien, je l'ai. Je l'ai. Et du coup, on est reparti. On est reparti pour la suite. Je te souhaite une bonne écoute, Julien. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure pour la dernière pause. Aline et Siri vont-elles trouver une solution? On va la prendre tout de suite. Chapitre 5, suite.
Je ne vais pas aller m'occuper de mon stand aujourd'hui. On peut bien se passer un jour de mes services. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi, tu sais. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi, tu sais. Ma décision est déjà prise. Garance s'occupe des registres du village. C'est elle qui garde les rares ouvrages que nous possédons, et c'est sans doute l'une des personnes les plus âgées du village. Je pense que c'est un bon endroit pour commencer nos recherches. La pluie avait fortement gagné en intensité durant le retour d'Aline et de Ciri. La cape de la serre-griffe l'avait considérablement protégée de l'eau, mais ce n'était pas le cas de l'artisane qui avait refusé le prêt du manteau. Un arrêt par sa maison s'était imposé. Ciri avait regagné en couleur, et savourait une chaude préparation qui lui prodiguait plus de réconfort qu'elle ne laissait paraître. Aline venait de redescendre de l'étage dans de nouveaux vêtements. Prête à partir? La femme aux cheveux noirs hocha la tête et termina le reste de sa boisson. Par chance, le temps s'était rapidement calmé, et il ne fallut pas très longtemps pour atteindre le village. Celui-ci était chargé de vie. Des gens riaient, marchandaient, se saluaient et discutaient. Des places de toute taille étaient reliées par des ruelles improvisées au cœur de la nature. Chaque endroit était dédié à un type de marchandise ou de compétence. Ainsi, on trouvait un ensemble de stands de nourriture, puis de vêtements, de bijoux, d'instruments de musique, d'ustensiles de cuisine ou de nettoyage, en passant par des outils de voyage ou encore des arcs de chasse. Des musiciens nourrissaient l'ambiance en improvisant des chants et des morceaux dansants, sous l'abri procuré par les bâtiments et maisons ponctuant le décor. Spécifiques à l'arrivée d'une réjouissance annuelle, des bruits de marteaux et de divers travaux se faisaient exceptionnellement entendre. Vous fêtez quelque chose aujourd'hui? C'est drôlement animé, interrogea Ciri. C'est toujours comme ça, mais on prépare la journée d'Ildani. D'Ilanni. J'ai du mal à le dire, excusez-moi. Mais on prépare la journée d'Ilanni. Demain devrait être incroyable, surtout pour toi qui n'en as pas l'habitude. Je suis certaine que ça va te plaire. Les deux femmes progressèrent dans une première allée. Oh, salut Aline! Tu ouvres bientôt? J'ai besoin de réparer ma botte, tu ne vas pas me croire lorsque je vais te raconter comment j'ai réussi à la percer. Pas aujourd'hui, passe me voir demain, j'aurai de quoi faire. Tu sais si Garance est là? Je l'ai vu passer tout à l'heure, oui. Merci. À demain. Aline bifurqua vers un chemin parsemé de fleurs. L'homme qui avait engagé la conversation resta immobile et observa Ciri un instant. Bonjour. La serre-griffe salua de la tête et rejoignit l'artisane. Une jolie demeure se dressait un peu à l'écart du reste des bâtiments, abritée par un grand arbre dont le branchage surplombait le toit. La porte d'entrée restait ouverte lorsque la vieille Garance était installée à son bureau, prête à répondre aux interrogations des gens du village. Les deux femmes entrèrent. Des étagères emplies de livres meublaient principalement la pièce. Sur la droite, devant une grande fenêtre, donnant sur une mare, une dame assise étudiait un ouvrage volumineux et poussiéreux. « Salut, Garance. Comment vous vous portez ?» La vieille femme leva doucement la tête du livre et ajusta de petites lunettes rondes sur son nez. « Ça irait bien mieux si cet idiot de Pat me laissait tranquille avec sa généalogie, comme si je n'avais que ça à faire de mes journées. Ah, dis-moi ce qui t'amène, Aline, je t'aiderai comme je le peux. Et... oh ?» Garance tourna son regard vers Ciri. « Je ne te connais pas, toi. Tu ne viens pas du village, n'est-ce pas ?» Elle vient de par-delà les brumes, répondit Aline à la place de la serre-griffe. Par-delà les... Qu'est-ce que tu me chantes là? Je t'assure, une des fleurs qui poussent dans le labyrinthe d'épines s'est liée à elle d'une façon très étrange. On voudrait savoir si on peut s'en débarrasser. Une minute, tu vas si vite, un problème à la fois. Est-ce que tu sais précisément comment tu es parvenu ici? C'est intriguant, non? Et je m'adresse à la belle inconnue que tu me ramènes, pas à toi, Aline. L'artisane haussa les épaules en affichant un demi-sourire. Ciri expliqua à Garance ce qu'elle savait de son arrivée dans la vallée, et tâcha de brièvement parler de l'endroit d'où elle venait. Ça alors. J'ai toujours soupçonné l'existence d'un passage derrière les ronces, mais je n'en avais jamais eu la preuve. Ce qui nous arrive est formidable. Bon, pour cette rose, j'ai peut-être un ouvrage qui en parle. Aidez-moi à le trouver. Il se trouve sur cette étagère si ma mémoire ne me fait pas défaut. La vieille dame se leva lentement en pointant du doigt un meuble précis. Il s'intitule Faune et flore insolites des monts et vallées par Theodor Flinkenstein. Aline ne perdit pas une seconde et se mit à parcourir du regard les volumes de l'étagère. Elle fronça rapidement les sourcils. Garance, ce sont les contes pour enfants ici. Il y a les 12 divinités, Freluche et Phasique, la grande baleine et même Conte des éveillés, que tu me lisais étant petite.
Tu sais, ma fille, la plupart des histoires tirent leur substance de faits bien réels. Quoi? Tu veux dire que les éveillés existent? J'en suis persuadé. La femme aux cheveux blonds resta bouche bée. Ah, le voilà. Garance saisit un livre à la couverture orange, le posa sur son bureau et se mit à en parcourir les pages. Elle passa la première moitié de l'ouvrage traitant de la faune et parcourut attentivement la seconde moitié. De nombreux croquis de fleurs et de plantes étaient accompagnés de notes et de passages descriptifs. De longues minutes s'écoulèrent avant que la vieille femme ne referme le livre. Elle toussota. Eh bien, je suis navré. Comment ça? Il n'y a rien là-dedans? Tu n'as pas d'autres sources à consulter? Interrogea Aline. Eh bien non, et c'est tout à fait curieux. Si ces fleurs étaient ordinaires, elles auraient eu leur place là-dedans. Le savoir de Théodore était vertigineux, et son travail méticuleux. Peut-être qu'il n'a pas voulu écrire quelque chose sur elles. Allez savoir. Désolé les filles. Une enivrante odeur de pain en train de cuire emplissait l'air. L'heure du repas approchait, et d'appétissants parfums n'allaient pas tarder à se joindre au premier. Ciri, adossée à un arbre, n'avait pourtant pas le cœur à la nourriture. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais si tu insistes, je t'y emmène, concéda Aline. Il n'y a apparemment aucun moyen d'apprendre quelque chose d'utile sur ma situation. J'aimerais vraiment aller voir ces ronces, d'autant plus que la vieille dame a parlé d'un éventuel passage. Peut-être que c'est le moyen de rejoindre l'équipage du Cyriella. C'est ton navire, c'est ça? Oui. Tu as une idée de ce qu'il va se passer une fois que tu auras ramené la pierre que tu as prise à ton frère? Une fois que vous les aurez toutes réunies? Pas vraiment. Quand penses-tu que nous puissions nous mettre en route? Dès maintenant. On va rater le repas du midi, mais on trouvera sans doute des fruits. Je connais un coin sympa. Une fois de plus, les deux femmes se remirent en marche. Aline, n'ayant pas cette fois apporté Ciri, estima qu'une bonne heure serait nécessaire à rejoindre l'endroit où elle avait rencontré la cergriffe. Un petit sentier grimpé, non loin de la cascade, et menait directement aux ronces. Une pause fut marquée lorsque de touffus buissons remplis de fruits circulaires à la peau épaisse furent trouvés. Aline en cueillit une multitude et remplit considérablement son sac. Elle en jeta un à Ciri qui l'attrapa avant de l'examiner. Tu vas voir, c'est délicieux. Garde la peau la plus intacte possible si tu y arrives. Je l'utilise pour fabriquer mon cuir. Tu fais du cuir avec des fruits? Ouais, c'est pas sorcier, je te montrerai. Il paraît aussi que ces fruits sont enchantés, et que lorsque l'on consomme leur chair, on ne peut plus mentir. Tu me charries. Comment ça s'appelle? Des ravnis, je crois. Je n'en suis plus certaine. Le nom s'est un peu perdu. Tout ça vient d'un livre que j'ai lu il y a déjà longtemps chez Garance. Les anciens utilisaient le nom de ce fruit pour se saluer. Il fallait alors répondre non, pour signaler que l'on n'en avait pas consommé, et que l'on était par conséquent en pleine possession de ses moyens. Si on ne pouvait dire que la vérité, il était impossible de dire non après en avoir mangé. C'est un peu tordu, mais je trouve l'histoire rigolote. Les deux femmes, en parlant, avaient terminé d'éplucher un fruit et en commencé la dégustation. Ciri afficha un air satisfait. Les ravnis étaient délicieux. Ciri, est-ce que tu sens que la rose tente de reprendre le contrôle en ce moment? Pas encore, mais j'ai peur que ça revienne assez rapidement. Pour quelle raison? Je ne sais pas vraiment. Juste une sensation. La cergriffe craignait en réalité que la fleur ne se satisfasse que peu longtemps d'animaux. Elle sentait l'étrange appétit grandir de nouveau en elle. Le cheval qu'elle avait consommé ne convenait pas entièrement, comme s'il s'agissait d'une nourriture de substitution. Les deux femmes parvinrent à la chute d'eau. Aline continua de marcher et traversa un mur de lianes poussant sur la paroi rocheuse de la falaise. Un chemin scabreux progressait vers les hauteurs et débouchait sur une combe. Une fois grimpé, le paysage changeait rapidement. La verdure laissait place à un sol grisonnant et fissuré. Il devenait compliqué de voir au-delà d'une vingtaine de mètres. Un voile blanc s'épaississait de plus en plus. D'épaisses ronces vinrent enfin ponctuer la pierre, s'entortillant entre elles, perçant les cloisons de pierre sur lesquelles elles poussaient abondamment. Le cœur de Ciri se mit à palpiter. « Fais demi-tour !» Elle sentit son bras végétal se mouvoir d'une curieuse façon. « Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse maintenant ?» interrogea Aline. « Je vais essayer d'avancer là-dedans, et voir ce que je peux y trouver. » La femme aux cheveux noirs fit quelques pas en répondant à la personne qu'elle considérait désormais comme une amie. Alors qu'elle s'approcha d'un premier ramas d'épines, une douleur insupportable tambourina à l'intérieur de sa tête. Elle revit des épisodes de sa chute à travers la brume, depuis le haut du mont Roquetin.
Des images allaient et venaient à la vitesse de l'éclair. D'innombrables branches l'entouraient, des épines lui taillaient de la chair, quelque chose s'approchait d'elle avec appétit. Les ronces formaient un amalgame végétal autour d'un piédestal. Sur le socle de celui-ci, quelque chose brillait vivement. « Ciri, tu vas bien ? Je pense qu'il faudrait faire demi-tour. Tu n'es peut-être pas encore suffisamment reposée. » Les yeux de Ciri adoptèrent un étrange comportement. Ils noircirent un instant avant de redevenir normaux. « Fais demi-tour. » La serre-griffe sembla se ressaisir. « Ça va aller. Il faut que j'avance. » Quelques pas plus tard, elle chuta à genoux, les mains sur le sol. Une terrible rage bouillonnait en elle. Ciri tenta de lutter, mais fut rapidement submergée. Une extraordinaire volonté terrassa son esprit. La femme fut la proie d'une insatiable faim. Elle devait se nourrir, coûte que coûte. Elle se tourna vers Aline. Celle-ci reconnut sans peine l'état dans lequel se trouvait son amie. Prise de panique, elle se mit à courir en direction de la cascade. Les ronces semblaient ramper à travers la combe. La femme ne prit d'abord pas le temps de regarder derrière elle. Ce n'est qu'une fois arrivée à la rivière, au-dessus de la chute d'eau, qu'elle porta le regard en arrière. Ciri la talonnait, silencieuse et déterminée. Ne voulant risquer de se faire rattraper en descendant le chemin qu'elle avait emprunté plus tôt, Aline plongea. Dans l'affolement, elle pria pour ne pas retomber sur l'un des rochers en contrebas. L'artisane connaissait cependant très bien la cascade et savait que cela n'avait que très peu de chances d'arriver. Trempée et épouvantée, elle sortit pourtant sauve de l'eau. La femme hésita un moment sur la décision qu'elle devait désormais prendre. Elle entreprit de grimper à un arbre et se cacha sur une épaisse branche à l'abri, sous la verdure. L'artisane patienta une très longue heure avant qu'elle ne se décide finalement à redescendre et à partir à la recherche de Ciri. Elle fut prise d'effroi alors qu'elle mettait à nouveau les pieds sur le sol. Et si Ciri était retournée au village dans cet état, est-ce que sa famille était saine et sauve? Et si oui, pour combien de temps? Aline ferma les yeux et respira longuement, chassant le doute et la peur. Elle se concentra sur le bruit de l'eau qui courait non loin d'elle, puis, un instant plus tard, se remit en marche. Elle réfléchit un instant à la dernière crise de son amie et à l'endroit où elle serait désormais. Une piste macabre lui ôta rapidement cette interrogation. Des oiseaux morts jonchaient de hautes herbes, comme autant de fruits moisis qui seraient tombés d'un arbre malade. Inquiétante traînée de corps mena Aline jusqu'à une petite étendue de blocs rocheux recouverts de mousse verte. Ciri, assise contre l'un d'eux, était entourée de corps d'animaux qui avaient eu la malchance de croiser son chemin. Avec prudence, l'artisane s'approcha. La serre-griffe leva les yeux vers elle. « Toujours décidée à m'aider? Ça aurait dû être toi. Tu crois qu'on peut me faire changer d'avis facilement? J'ai vu la façon dont tu t'es transformée. Raconte-moi, qu'est-ce que tu ressens quand ça t'arrive ?» Aline s'assit à côté de la femme aux cheveux noirs. Celle-ci en fut surprise, et plus émue qu'elle aurait voulu l'admettre. C'est comme si j'étais plus énervé que je ne l'ai jamais été. Comme si je m'abandonnais totalement à ma colère et que la rose profitait de mon état, de ma confusion, pour prendre le contrôle. Tu n'es pas très doué pour exprimer tes émotions, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai toujours appris à les cacher, oui. Sûrement pas suffisamment bien d'ailleurs. Le problème est que je suis beaucoup trop sensible. Je vais être sincère. Je crois que c'est totalement l'inverse. Je crois que tu as trop bien appris à les cacher. Je vais t'épargner des métaphores de grands gourous mystiques, charismatiques. Quoique je sois assez convaincante dans ce rôle. Ciri sourit légèrement. Aline poursuivit. J'ai mis énormément de temps à m'en rendre compte, et je pense que mon enfance aurait été bien plus simple si je l'avais su avant. Plus nous retenons nos émotions, plus elles montent en nous, plus elles s'enveniment. Le plus souvent, on ne le voit pas venir, jusqu'à ce qu'on en soit submergé et qu'on en perde le contrôle. Je ne comptais plus les fois où je disais oui à tout pour éviter le conflit, que je refusais d'exprimer mon mécontentement lors de certaines situations. Je ne voulais pas pleurer ou montrer que j'étais triste, pour pas qu'on me pointe du doigt et que l'on pense que je suis faible. J'évitais même d'être joyeuse ou heureuse, parce que j'avais de plus en plus peur qu'on me remarque, peur du regard des autres. Ça te parle, ce genre de situation, non? Toi qui étais l'aîné intouchable de ta famille. La gorge de la serre-griffe se serra contre son gré. Oui. C'est terrible d'agir et de se penser comme une machine. Les émotions sont une véritable boussole. Ce sont nos meilleurs alliés. C'est une partie extrêmement importante de nos êtres, et beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent sous-estimée. Combien de temps peux-tu tenir sans respirer? Réprimer ses émotions, je crois que c'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus pernicieux.
Siri demeura silencieuse, comme paralysée par des mots qui ne devenaient que trop pertinents. Aline lui sourit. Si cette maudite fleur utilise ta colère, eh bien, je sais comment tu vas pouvoir lui dire d'aller gentiment retourner se trouver un pot plus confortable que celui qu'elle voit dans ton avant-bras. Mais ça fait suffisamment de conversation profonde pour le moment. Rentrons. Les oiseaux chantèrent très tôt, alors que le soleil se levait calmement sur la vallée. Déjà, de nombreuses personnes parcouraient les allées du village pour s'y installer, déployant des stands, des présentoirs, des scènes ou des tables pour y festoyer. Hop, ça devrait faire l'affaire. Un grand drapeau, représentant d'une façon très enfantine une femme blonde à la posture héroïque, fut accroché sur le stand d'Aline. C'est Floria qui l'a dessiné demanda Siri avec amusement. Oui, elle sera tellement heureuse de voir que je l'ai accroché. L'artisane fit un grand salut de la main à un groupe de musiciens qui passa non loin. L'homme qui portait un luth pointa du doigt les deux femmes et mima quelques pas de danse pour leur faire comprendre qu'il allait vouloir les voir giguer lorsque celui-ci jouerait avec le reste de sa troupe. Giguer du coup. Aline reprit ensuite la parole. Aujourd'hui, cher apprenti, vous ferez exactement ce que je vous dis de faire. J'ai confectionné des tas de bracelets, de pendentifs et de ceintures au style unique et irréprochable. Tout est installé dans les caisses derrière toi. Quand je me souviens de tout ce que tu m'as raconté, quand je me souviens de tout ce que tu m'as raconté savoir faire l'autre nuit, je ne doute pas une seule seconde que tu sauras les vendre et encaisser l'argent. Pour ce qui est de ma part, je m'installe à mon atelier derrière, je dis bonjour en souriant, exactement comme ça. La femme aux cheveux blonds afficha son visage le plus aimable et accueillant. Bonjour. Puis je te laisse tout gérer. Dès que tu as un instant, viens me voir que je te montre comment je transforme la peau de ces fruits. Beaucoup de villageois me demanderont de rafistoler des pièces ou d'en fabriquer de nouvelles. Je m'occupe de cette tâche. Je devrais pouvoir gérer, confirma timidement Siri. Correction, tu vas gérer, plaisanta Aline. Les allées ne devraient pas tarder à se remplir abondamment, sois prête. Et pour ce qui est de cet après-midi, de la soirée et de la nuit, on fait la fête. Quel est l'objet de votre fête? Tu ne m'en as pas parlé. On est en vie. C'est le meilleur objet, ma belle. Comme indiqué par la femme qui confectionnait le cuir de Ravnis, une foule ne tarda pas à envahir les lieux. Non loin, sur l'une des places principales, se firent entendre les premiers morceaux de musique. L'ambiance changea du tout au tout. L'heure n'était plus réellement au travail. Les gens riaient, s'esclaffaient, se racontaient leurs journées précédentes avec joie et entrain. Les marchandises circulaient à foison. Siri n'eut pas le temps de penser à quoi que ce soit d'autre que le maintien du stand d'Aline. N'ayant nul autre choix que de s'embarquer dans l'ambiance, elle dut vendre, encaisser, répondre aux questions posées par les habitants du village, refuser d'abandonner son poste pour aller boire du vin, justifier de sa couleur de cheveux à une dame qui voulait l'atteindre en rousse, improviser une rapide valse avec un groupe de passants déjà enjoués par la boisson, et résoudre de multiples problématiques parfois complètement inattendues. Le flux jusqu'alors ininterrompu de personnes finit par se tarir. Les grandes tables dressées pour l'occasion se remplirent. De délicieuses et appétissantes odeurs remplirent l'atmosphère. Eh bien, quelle matinée! C'est déjà terminé? Interrogea Siri surprise. Ça fait bientôt 5 heures qu'on est là, hein? 5 heures? Impossible. Hé hé, mon assistante est prise par la fièvre commerciale. Ravie, Aline se mit à ranger son stand en nettoyant ses outils et en fermant les quelques caisses qui contenaient encore de ses créations. Les deux femmes s'en allèrent alors parcourir le village et furent séduites par du pain aux noix cuit le matin même. Accompagné d'un fromage de lait d'Équilène, vieilli sur du bois d'Arzoar, il fit un repas parfait. Siri fut absolument ravie des nouvelles saveurs qu'elle expérimenta. Un grand homme vigoureusement taillé posa 2 chopines sur leur table et les remplit d'hydromel, directement depuis un tonneau qu'il portait sous le bras. « C'est moi qui offre aujourd'hui. Profitez bien de la journée, mesdemoiselles. » Le goût délicieusement sucré du breuvage embusqua les deux femmes qui burent beaucoup trop vite le contenu des chopes. Enivrées par l'alcool de miel et par la fête qui commençait à gagner en énergie, Siri et Aline riaient de bon cœur en discutant avec les tablées adjacentes. Un apprenti forgeron tomba rapidement sous le charme de Siri, alors trop naïve sur le moment pour s'en rendre compte. Sans la lâcher un instant des yeux, il tâchait d'en apprendre le plus possible sur la serre-griffe, tout en se mettant en avant dès que possible. Son manège ne put échapper à la créatrice d'objets en cuir de fruits très longtemps. Celle-ci s'en agaça étrangement et saisit la première opportunité de couper l'herbe sous le pied au prétendant de son ami. « Siri, c'est ça? Tu viendrais danser avec moi ?» demanda l'homme en tendant la main. « Non, elle ne peut pas. Elle m'a déjà promis des heures de gig endiablé.
Aline attrapa la main de la femme aux cheveux noirs qui s'esclaffa de surprise. Les musiciens jouèrent un air rapide, sublimé par une flûte virtuose qui siffla une superbe mélodie. Les chœurs battaient au rythme des percussions et de grandes rondes s'organisaient. Ciri tournait et dansait sous les impulsions de son ami, qui n'en était véritablement pas à son premier essai. Un chant entraînant fut entonné par un joueur de vielle. Simples à retenir, une grande partie des villageois chantèrent les paroles de chaque refrain. « Tu te débrouilles super bien. On dirait que tu as déjà dansé dans ta vie. Une seule fois, dans un bar à gobelins. Un bar à gobelins? Tu ne m'as pas du tout parlé de ça. Haha, à chacun ses secrets, Aline. Ta jolie voix de tête en est un également? » Ciri fit un signe de main devant son visage en souriant pour exprimer la bêtise des derniers mots de son ami. La danse se termina dans un tonnerre de cris et d'applaudissements. Les réjouissances se poursuivirent sur la même lancée. Sur la grande place, la musique ne cessait plus. Des spectacles variés prirent place partout dans le village. La Sergriffe fut subjuguée par la grâce de 2 artistes ayant travaillé une chorégraphie, suspendue à d'épais rubans accrochés aux branches d'un arbre massif. Puis furent annoncées les inscriptions au tournoi d'escrime, principale attraction de l'après-midi. « D'escrime » interrogea Ciri, étonnée. « Je n'ai vu personne posséder une arme jusqu'à maintenant. »« On se bat avec des épées en bois, conçues par le charpentier du coin. Viens, il ne faut pas rater ça. » Marquant un instant pour réfléchir, la capitaine du Cyriella demeura immobile. Aline reprit la parole. « Quelque chose ne va pas? Où est-ce qu'on s'inscrit ?» Et je vais m'arrêter là pour la deuxième partie de lecture de ce soir, les amis. On a bientôt terminé l'œuvre, mais d'abord, on marque encore une fois une toute petite pause avant la fin de ce chapitre 3, de ce chapitre 5, pardon. Ah, j'adore ce chapitre. Je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit mon chapitre préféré du tome 2, en tout cas, parce que j'avoue que me rappeler du tome 1, là, ça remonte à plusieurs années, donc j'aurais pas le détail. Mais dans Esoteria Destinée, je pense que le chapitre 5, c'est mon chapitre favori pour le moment, parce qu'il y a un mélange de plusieurs choses que j'aime beaucoup. Déjà, en fait, Aline, tout à l'heure, je disais qu'elle était rafraîchissante, et en fait, elle est rafraîchissante à plusieurs égards, parce que à la fois l'univers, le monde dans lequel elle vit, sa philosophie, sa manière d'être, etc., son mode de vie, tout ça est rafraîchissant. Et en fait, c'est d'autant plus rafraîchissant que, quand on y pense, depuis le début du tome 2 Esoteria Destinée, et ben en fait, il y a plutôt beaucoup de scènes graves. Il y a beaucoup de scènes sérieuses, dures, horreur, aventure, action. On n'a pas spécialement pris le temps d'avoir quelque chose de très joyeux. Je dirais que ce qu'il y a eu de plus joyeux jusqu'à présent, c'était de revoir Glouze. De revoir Glouze et être un peu dans le village gobelin, mais c'était pas exactement la même ambiance, la même atmosphère non plus. Là, on est vraiment dans un bain de joie, de fête, etc. Et je trouve ça hyper rafraîchissant de voir que les personnages ne sont pas constamment malmenés par des aventures un peu dures et tout. Bon, même si en trame de fond, il y a l'histoire de l'équipage au grand complet, il y a l'histoire de la rose qui parasite Ciri. Donc il y a quand même des choses négatives qui sont en train de se passer, en train de se jouer. Mais je trouve que le chapitre est si joyeux et ça fait tellement plaisir en fait pour les personnages qu'ils soient en train de vivre ce genre de moment. Donc ouais, j'aurais tendance à dire que vraiment la joie et la fête est vraiment contagieuse au lecteur justement. Donc ça j'adore, je suis à fond dedans et je pense que j'aime vraiment ce chapitre 5 parce que je le trouve ultra équilibré justement entre ce mouvement rafraîchissant de joie, de fête, les discussions un peu profondes entre Ciri et Aline, voire émouvantes, j'y viens dans 2 secondes. Donc les discussions un peu profondes entre Ciri et Aline, et bah, les moments graves, on va dire, de Ciri qui se fait contagieuser là. Donc ouais, non, vraiment très très bien. Vraiment très très bien. J'aime beaucoup cette parenthèse aussi, voilà, qui fait un peu de nouvelle ère, etc. Et où on prend le temps. Je trouve que bah, déjà c'est le chapitre le plus long du tome.
Et je trouve que ça prend davantage le temps et que ça fait gagner justement au rythme de l'histoire. Je trouve qu'on apprécie davantage ce qui se passe sur ce rythme un peu plus lent, un peu plus posé. Donc j'aime beaucoup. Et justement, oui, voilà, j'allais venir à ça, cette parenthèse où on n'a que Ciri et pas tous les autres personnages. Parce que c'est vrai que bah, du coup, c'est un roman polyphonique en quelque sorte. Il y a beaucoup de personnages principaux, etc. Enfin, beaucoup. Il n'y en a pas non plus 112, hein, mais voilà, il faut réserver un peu de place à chacun. Donc là, de resserrer sur Ciri, je trouve ça hyper intéressant. Je disais émouvant parce que je me retrouve à beaucoup m'attacher à Ciri dans ce tome Esoteria. Euh, de souvenirs, dans le tome 1, donc dans le tome Héritage, je me sentais personnellement beaucoup plus proche de Finn et de Julie, voire de Julie plutôt d'ailleurs, mais je me sentais beaucoup plus proche de ces personnages-là. Et j'avais peut-être un peu du mal à apprécier Ciri, genre j'avais rien contre elle, mais c'était pas ma préférée quoi. Euh, Dans le tome Destiné, le tome que je suis en train de vous lire, je me suis déjà fait plusieurs fois la remarque que je m'intéressais davantage à Ciri et que Ciri me touchait davantage. Donc j'ai l'impression de commencer à plus entrer en sympathie avec Ciri et même de plus la comprendre et ainsi de suite. Et en fait, pourquoi je disais émouvant? Parce que j'étais pas au bord des larmes, je vais pas exagérer, mais quand même ça m'a un peu pris dans la gorge le moment où Ciri parle de la colère avec Aline. Je pense que ça m'a pris à la gorge parce que c'est un sujet qui me touche moi personnellement, mais en fait, je me suis vachement reconnu dans Ciri à ce moment-là, comme plutôt dans le texte, plutôt dans les chapitres précédents, je sais plus quand. Mais je me suis beaucoup reconnu dans Ciri à ce moment-là. Je me suis aussi beaucoup reconnu dans Aline. C'est ça qui est marrant, c'est que je me reconnais beaucoup dans Aline et dans Ciri. Du coup, ce dialogue qu'elles ont toutes deux sur les sentiments, sur les faits, de les cacher ou de les, euh, ou de les montrer, entre guillemets, etc. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression de m'être vachement identifié et qu'il y a des périodes de ma vie et il y a des pans de ma vie où je suis vachement comme Siri, à garder tout pour moi et à faire monter une colère qui monte, qui monte, qui monte et ça finit mal, on va dire. Euh, et à la fois, sur d'autres pans de ma vie, à d'autres moments de ma vie, j'ai l'impression d'être Aline, à aider les gens que je connais et à leur dire mais non, il faut dire les choses positives, il faut communiquer tes émotions et ainsi de suite. Enfin ouais, en fait c'est marrant, je me suis vraiment retrouvé dans le personnage de Siri autant que dans le personnage d'Aline, et du coup qu'elles aient une discussion à proprement parler sur les sentiments, comment parler de ces sentiments, comment les partager et ainsi de suite. Vu que c'est des thèmes qui me touchent moi IRL, ça m'a pris à la gorge un peu. Ça m'a pris à la gorge. Et je m'y attendais pas. J'avoue que je m'attendais pas à être ému comme ça. J'avoue que je m'attendais pas à être ému comme ça. Et ouais, j'ai bien kiffé du coup. J'ai bien kiffé. Je trouve ça vachement intéressant. Je trouve que le duo Siri-Aline, c'est un duo très 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 sympathique à observer. Je kiffe. Je kiffe grave. Et puis bien sûr, attendez, faut que je le retrouve. Bien sûr, c'est aussi le meilleur chapitre, et évidemment, déjà parce que j'ai été amené à faire la voix d'une vieille dame et ça me fait trop rire de faire ça. Et en plus, bien entendu, où est-ce que c'était? Bien entendu parce que Théodore Flinkenstein, la faune et flore insolite des monts et vallées. Le savoir de Théodore était vertigineux et son travail méticuleux. Voilà, c'est clair, je partage puisque toutes les personnes ayant Théo dans leur prénom, voilà, sont bien sûr omniscientes. Je rappelle que Théo vient du grec théos qui veut dire Dieu. Donc voilà, l'omniscience, ça nous connaît. Bref, ce chapitre 5, je le kiffe pour bien des raisons.
Allez, sur ce, sur ce. En plus, c'est marrant parce que, enfin ouais. Pareil, le thème de l'autonomie et tout, c'est un thème qui a été important dans ma vie, fut un temps. Bref. Donc ouais, en fait, il y a beaucoup de choses qui entrent en résonance avec mon moi propre. Donc j'avoue que je suis peut-être pas ultra, comment on dit, objectif. C'est pas le terme que je voulais, mais ça marche bien. Je suis peut-être pas ultra objectif sur ce chapitre. Mais même non objectivement, je trouve qu'il est vraiment bien construit, etc. Ouais, vraiment très agréable. J'aime beaucoup. Bien. Du coup, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette fois-ci. Comment on va se débarrasser ou non de la rose. Est-ce que ça va réussir de juste effacer la colère quelque part? Euh, je suis très curieux. Est-ce que Ciri d'un coup elle va péter un câble et elle va tuer tout le village? Ça serait hardcore, mais ça pourrait être cool selon comment c'est fait. Bref, j'ai super hâte de voir le dénouement de ce chapitre. Je te souhaite encore une fois une bonne écoute, Julien. Encore une fois, une bonne écoute, que vous soyez sur l'ombre du chat Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et puis, je vous reviens relativement vite. Hein. Relativement vite, on n'a plus que 14 pages, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc, relativement vite pour l'outro du live cette fois-ci. À tout à l'heure, les amis. Chapitre 5, suite et fin. Le premier combat était sur le point de commencer. Tous les participants étaient groupés sur le côté d'un terrain vague, entouré de grandes estrades en bois, pouvant accueillir des centaines de personnes. Celles-ci étaient déjà presque pleines. Chaque combattant avait inscrit son nom sur un bout de parchemin. 2 morceaux étaient piochés à chaque manche et un crieur annonçait les participants du prochain duel. Les règles étaient assez simples. Le premier à désarmer son adversaire ou à le toucher 3 fois gagnait la rencontre. Aline s'approcha de Ciri, qui patientait pour le début de l'événement. « Tu es certaine de ton coup ? Il n'y a pas de mal d'ancien... Il n'y a pas mal, pardon. Il n'y a pas de... Waouh, je me suis embrouillé tout seul. Tu es certaine de ton coup ? Il n'y a pas mal... En fait, c'est il n'y a pas mal qui me perturbe. Tu es certaine de ton coup ? Il y a pas mal d'anciens gagnants dans tes adversaires. Et tu n'es pas droitière ? Pourquoi tu portes l'épée dans ton autre main ? Ça devrait aller. Je ne préfère pas utiliser le bras poussé dans la rose. Et je préfère la cacher tant que possible. Un homme fit signe à Aline de s'éloigner du groupe des inscrits au tournoi. Je serai au premier rang. L'artisane courut en direction d'une estrade. Les combats furent annoncés. De jeunes garçons et des hommes participant pour la première fois furent rapidement éliminés par des combattants et des combattantes clairement plus aguerris. Vint le moment attendu. Ciri contre Leysor. Une montagne de muscles s'avança sur le terrain sous les acclamations du village. L'homme était un forgeron de réputation. Ciri rencontra moins de popularité, mais Aline compensait une partie de la foule à elle seule. L'adversaire de la serre-griffe chargea et rata sa cible qui esquiva avec aisance. La femme fit tourner son épaule et son bras, comme pour retrouver des sensations oubliées depuis un moment. L'assaut du forgeron fut renouvelé. Ciri, d'un pas léger et agile, sur le côté demeura intacte et toucha son adversaire à la cuisse. Les villageois s'exclamèrent. « Un premier point inattendu !» cria l'homme chargé d'arbitrer la rencontre. Malheureusement pour lui, le combattant en désavantage perdit patience. Ses maladresses se multiplièrent et, quelques instants plus tard, Ciri l'avait atteint, du bout de sa lame en bois, 2 fois de plus. Les estrades s'enflammèrent d'engouement pour la gagnante. Les matchs s'enchaînèrent. La serre-grive gagnait en popularité à chaque passage. Elle emportait sans aucune difficulté chacune des rencontres. L'usage de sa main gauche n'était plus un problème. Manier une lame était définitivement un domaine dans lequel elle était très douée. La journée, déjà bien entamée, vit alors la finale du tournoi venir. Un jeune homme agile, rapidement annoncé comme favori lorsqu'il avait survolé ses premiers combats, se présenta devant la femme à la rose. Ce fut le premier adversaire de Ciri qui connaissait quelques bases d'escrime. De jolis échanges furent produits par les deux finalistes. Le village en savoura à chaque instant, s'exclamant à chaque fois qu'un coup était sur le point d'être porté. Puis il fut temps pour la serre-griffe de mettre un terme à l'événement. Jouer défensivement avait suffi jusqu'alors, mais là n'était pas son plein potentiel.
D'un jeu de jambes travaillé et impitoyable, des assauts vifs et précis furent difficilement subis par le jeune homme qui en perdit l'équilibre. Un instant plus tard, d'un rapide mouvement d'épée de bois, il se retrouvait désarmé. Une véritable ovation explosa depuis les gradins. Cyril l'emporte! Des dizaines de personnes coururent sur le terrain pour entourer la grande gagnante. Aline, dans l'euphorie du moment, sauta dans ses bras pour la féliciter. Je n'ai pas de mots. Tu es impressionnante. L'organisateur du tournoi et artisan des armes en bois s'avança vers Cyril pour lui transmettre son respect. Il lui demanda également si elle pouvait le suivre jusqu'à son stand pour l'une des deux récompenses qu'elle avait méritées. Comme chaque année, le charpentier sculptait une petite statue du vainqueur pour immortaliser le combat. Cyril insista pour que son ami soit également immortalisé par l'œuvre sur le point d'être créée. Le deuxième prix était un plein tonneau d'hydromel que les deux femmes offrirent au village, provoquant une nouvelle vague euphorique. Puis la journée se termina comme elle avait commencé, pleine d'allégresse et d'égaiement. Il était encore possible d'entendre au loin des rires et des chants, bien que la nuit fût tombée depuis un moment déjà. Cyril et Aline, assises sur le banc suspendu sur la terrasse de la maison de l'artisane, se racontaient en boucle des moments de la fête d'Iladni. Aline n'arrivait toujours pas à croire en la performance de son ami au tournoi. Une fois que chaque souvenir fut suffisamment exploité pour tenter de revivre les émotions qui leur étaient propres, la conversation changea de sujet. La volonté de la rose s'est manifestée aujourd'hui ? Je ne crois pas, mais je sais qu'elle est là. Je peux la sentir, confia Cyril. Est-ce que tu veux qu'on aille se reposer ? Pas encore, non. Avec toute cette excitation, il va me falloir un moment pour que je puisse trouver le sommeil. Aline saisit la main de la sergriffe et l'invita à aller s'asseoir dans l'herbe près de la rivière. Je ne sais pas à quel point ce sera efficace, mais je t'ai dit que j'essaierai de t'aider. Je vais t'expliquer comment je fais pour ne pas partir en vrille toutes les 2 minutes. Installe-toi dans une position qui ne t'est pas douloureuse, et garde le dos bien droit. Cyril s'exécuta. Je te fais confiance. Maintenant, ne pense plus à rien. Quoi ? Je crois que c'est totalement impossible. Laisse-moi terminer mes explications. Ça viendra, laisse le temps aux choses. Concentre-toi sur ton souffle, sur le bruit de la rivière, sur la respiration naturelle de la nature. Écoute attentivement et ferme les yeux. Sers-toi de ces éléments qui t'entourent et qui sont bien réels pour t'ancrer avec eux dans la réalité. Tu ne pourras pas calmer ton esprit indéfiniment, surtout au début. Ce que je veux que tu fasses, c'est que dès que tu te rends compte que tes pensées vagabondent, tu te reconcentres avec douceur sur ce que je viens de te dire. L'exercice s'avéra bien plus compliqué que ce que Cyril avait pu imaginer. Son écoute des sons qui l'entouraient ne durait que quelques secondes avant que ses pensées ne s'en aillent vers la journée passée, puis vers les aventures vécues sur le Cyriella, ou vers d'autres sujets aussi nombreux que variés, parfois tordus et sans aucune importance. La femme suivit tout de même les consignes de son ami à la lettre, et, dès qu'elle se rendait compte de son errance mentale, se reconcentrait sur sa respiration, sur le bruit de l'eau ou sur la vie éloignée du village. En plus de son souffle, elle se mit à entendre son cœur battre. Puis elle remarqua l'étrange vibration qu'émettait le faible et permanent mouvement de son bras végétal. La présence d'Aline, qui demeurait pourtant silencieuse, était palpable d'une nouvelle façon. Cyril demeura ainsi jusqu'à ce que l'effort qu'elle devait fournir pour éviter les flots de sa pensée fût trop intense pour être maintenu plus de quelques secondes. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, toutes les choses qu'elle avait perçues étaient là, à ses côtés, faisant partie de son paysage, de son espace. Elle se sentit présente, à l'affût, sensible. « C'est de la méditation ?» interrogea-t-elle. « Oui. Tu n'avais jamais essayé ?»« Pas de cette façon. C'est vraiment compliqué, mais c'est surprenant. Je me sens apaisé. Plus tu en feras, moins ce sera difficile. Ça fait déjà plus d'une dizaine de minutes que tu es assise ici, tu sais. C'est pas mal pour une première fois. Et ça t'aide à gérer tes émotions ? Complètement. À force d'être à l'écoute de soi et de son entourage, on s'entend et se comprend bien plus facilement. Je suis convaincu que ça peut t'aider toi aussi. Et puis, si ça ne t'a pas déplu, il n'y a aucune raison de ne pas recommencer l'exercice quotidiennement. La sensation est très agréable, en effet, avoua Cyril. Je veux qu'on fasse un pacte, toi et moi, là, maintenant. Aline parut véritablement sérieuse. Cyril fronça les sourcils en attendant que son amie reprenne. Si tu as quelque chose à exprimer, si tu es gênée, énervée, attristée, heureuse, ou si tu ressens quoi que ce soit d'autre, à partir de maintenant tu l'exprimes. Et je ferai de même, même si la situation semble complexe, et même si le fait de s'exprimer semble l'envenimer sur le moment. Eh bien, d'accord, je vais essayer. Non, non, tu vas le faire.
La Sergriffe prit un instant de réflexion. Puis les deux femmes se frappèrent dans la main pour sceller le marché. Les journées défilaient dans une routine qui s'avéra enchanteresse pour Ciri. Elle se fit rapidement une place parmi la famille d'Aline. Participant aux tâches quotidiennes, aidant son amie à son stand de cuir de Ravenis la journée, contant des histoires à la petite Floria pour qu'elle s'endorme. Elle prit goût à la vie du village, se liant d'amitié avec un bon nombre d'habitants qui la reconnaissaient désormais quand elle marchait seule dans les allées. La Sergriffe, à la demande spécifique du forgeron, organisa des sessions d'entraînement à l'épée plusieurs soirs par semaine. Elle prit un véritable plaisir à enseigner les ficelles de sa discipline, et chaque cours lui rappelait les moments passés avec Finn dans la salle d'armes du Cyriella. Elle pensait souvent à son équipage, et en parlait beaucoup à Aline. Beaucoup avec Aline. La pierre posée sur sa table de chevet, et qui fut un jour en possession de Vénilien, la faisait s'interroger sur ce que devenaient Julie, Glouze, Finn, Tic et Calmar. La précieuse gemme lui rappelait qu'elle ne pourrait pas s'attarder éternellement dans la vallée. Elle songea aussi à Peter et à Lindsay. L'occasion lui serait peut-être donnée de recroiser le chemin de ces deux derniers, elle l'espérait sincèrement. La méditation fut de plus en plus aisée, et les moments passés près de la rivière les yeux fermés, de plus en plus longs. Les bienfaits de cet entraînement ne furent pas longs à se manifester. Non, il en est hors de question. Ça fait déjà 3 fois que je t'explique que je ne peux pas te donner ces brassards gratuitement. Oh, mais faut pas t'énerver comme ça, viens, on va boire un verre tous les deux. Si, bien sûr que si, il faut que je m'énerve. Tu ne comprends pas un mot de ce que je te dis, tu es insistant, et tu as même été grossier. Je n'ai pas envie de me retrouver dans ce genre de situation, et pourtant tu m'y forces. Si tu ne vois pas ce qui pose problème dans ton comportement, je ne peux pas faire grand-chose de plus pour toi maintenant. L'homme s'en alla du stand de cuir de Ravenis, grommelant. Ciri soupira longuement et profita d'un instant sans client pour s'asseoir sur une des caisses de matériel. Elle fut surprise par l'émoi que lui provoqua la scène qui venait de se dérouler, et ne put contrôler des larmes qui lui vinrent immédiatement. Aline abandonna son travail pour s'avancer à ses côtés. Ciri, ça va? Ne fais pas attention à ce type. Il n'est pas méchant, mais il est complètement à côté de la plaque. La Sergriffe prenait de profondes respirations. En fait, ça va, oui. Ça va même très bien. C'est juste que je n'avais vraiment plus l'habitude de réussir à mettre des mots sur ce que je ressens et à utiliser mon émotion pour les exprimer correctement. Ça fait un bien fou. Aline afficha un grand sourire. On peut fermer le stand si tu veux. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Non, ça ira. J'ai envie de continuer. Le soir même, Ciri prit la décision de retenter d'explorer la combe du labyrinthe de ronces. La volonté de la rose ne s'était pas manifestée depuis un moment, mais elle fut exacerbée par le mystérieux endroit. La Sergriffe perdit une nouvelle fois le contrôle, mais parvint à demeurer immobile, empêchant la fleur de se servir d'elle pour se nourrir. Une nouvelle et dernière crise survint quelques jours plus tard, toujours sans que personne n'en devienne la victime. Les semaines devinrent plus difficiles à compter. Une saison semblable à l'été commença à réchauffer la vallée d'Elef. Après une longue journée passée à la rénovation d'une maison qui s'était écroulée, Ciri et Aline décidèrent de se rendre au bassin de la cascade, non loin de l'endroit où les deux amis s'étaient rencontrés pour la première fois. Aline, je pars demain matin. Je me plais beaucoup ici, mais je ne peux pas laisser mes amis de l'autre côté. Quoi qu'il arrive, je traverserai les ronces. Les deux femmes étaient assises sur un rocher au bord de l'eau. Ciri n'obtint pas de réponse. Aline? L'artisane se leva, se dévêtit et plongea dans le bassin. Joyeuse, elle prit enfin la parole. Rejoins-moi au lieu de bouder sur ton caillou. Est-ce que tu m'as seulement écouté? Ciri se reçut un véritable petit raz-de-marée sur la figure. Un rire défia la Sergriffe. Un instant plus tard, elle rejoignit son amie. Éclairé d'une lumière lunaire, l'endroit possédait une élégance mystérieuse et réconfortante. Le bruit de la cascade berçait l'esprit. La nuit était déjà bien entamée, mais la température demeurait agréable. Ciri prit un instant pour admirer les alentours. Elle ne pouvait se souvenir d'un moment où elle avait éprouvé un sentiment de sécurité et de bien-être aussi accentué. Aline s'approcha d'elle et passa ses bras autour de son cou. « Je t'ai écouté, oui. » La femme aux cheveux noirs sembla un instant embarrassée, mais demeura captive du regard de son amie. « Tu ne vas pas me déconseiller de le faire si tôt? Me demander de patienter un peu plus? » Non. Depuis que tu m'as conté ton histoire, j'ai su que tu allais quitter la vallée un jour ou l'autre. Si tu penses que tu peux y parvenir, c'est que c'est sûrement le cas. Alors oui, quoi qu'il arrive, tu traverseras les ronces, mais quoi qu'il arrive, je t'accompagnerai jusqu'à ce passage vers l'autre côté. Tu n'as pas à faire ça, c'est dangereux. On ne sait même pas ce qu'on peut y trouver.
C'est un problème qu'on tâchera de résoudre en temps voulu. Et maintenant? Interrogea Ciri, décontenancée. La Sergriffe dut d'abord se contenter d'un rire cristallin en guise de réponse. Eh bien, si on m'avait dit qu'il était possible de te faire prendre des couleurs, si tu voyais ton visage. Qu'est-ce qu'il a, mon visage? Tout ce qu'il faut. Aline posa ses lèvres sur celles de Ciri. Celle-ci lui rendit son baiser. Les deux femmes profitèrent de ce moment suspendu hors du temps. Elles rejoignirent leur maison que beaucoup plus tard. Aline ne lâcha pas la main de son amie, qui ne franchit pas le rideau de perles pour le restant de la nuit. Ciri serra une dernière fois Floria dans ses bras, mais n'osa pas lui avouer son départ. Elle salua le reste de la famille d'Aline, et celle-ci ferma la porte de la maison derrière elle. « Je crois que je n'ai rien oublié, » pensa Ciri à voix haute. « Attends, prends ça. » L'artisane s'avança vers la Sergriffe en tenant un petit paquet qui avait sans doute été improvisé au dernier moment. « Je ne sais pas comment ça va se passer au labyrinthe de Ronces, alors je préfère te l'offrir maintenant. » Ciri saisit le paquet et l'ouvrit, pour découvrir un pendentif se portant au ras du cou, auquel était attaché un petit bijou ouvragé dans une matière aux couleurs de l'argent. « Qu'est-ce que c'est? C'est une étoile ?» interrogea-t-elle. « Oui, je trouve que ça te représente plutôt bien. » « Ça me touche beaucoup. Mais il va falloir m'expliquer. Je ne vois pas du tout le rapport. Tu as beau te parer de ténèbres, d'air sérieux et mystérieux, tu brilles d'une lueur qui perce l'obscurité. » Ciri ne sut quoi répondre et se contenta de sourire avant d'attacher le collier autour de son cou. Aline ouvrit la marche, ravie. « Allez, on ne sait jamais. Si la combe s'est effondrée sur elle-même et qu'on ne peut définitivement plus avancer, je veux être rentrée pour le repas. » Les deux femmes avancèrent à vive allure. La Sergriffe n'était plus vraiment sereine et ne pouvait faire autrement que de songer à ce qui les attendait. L'angoisse la faisait marcher encore plus rapidement. Le chemin grimpant non loin de la cascade fut atteint, et bientôt les premières épines se révélèrent sous les rayons d'un soleil timide. Ciri marqua une longue pause où elle se contenta de respirer calmement en regardant les ronces qui prospéraient devant elle. Aline s'assit et profita du moment pour boire quelques gorgées de la gourde qu'elle avait emportée. « Comment tu le sens » demanda-t-elle une fois désaltérée. « Bien, allons-y. » À ces mots, la Sergriffe se mit à avancer. Les pétales de la rose fixés sur son bras semblèrent danser un instant, comme conscients de l'endroit où elle se trouvait. Les filaments végétaux vibrèrent. « Tu sais que tu ne dois pas aller par là. Arrête-toi. » « Non. » La rose s'agita d'une nouvelle façon. Ciri sentit qu'elle tentait de prendre le contrôle de son bras par la force, et que si elle y parvenait, elle continuerait jusqu'à la contrôler totalement. La femme ferma les yeux, et s'efforça de ressentir cette volonté étrangère, cette partie de son corps qui ne lui appartenait plus vraiment, mais qui restait en contact intime avec elle. Surprise, elle sentit de la crainte, de la peur. La fleur tentait de dissimuler quelque chose. D'un calme alors imperturbable, Ciri comprit. « Je ne m'arrêterai pas ici comme les autres fois. Tu as besoin de moi pour survivre, n'est-ce pas ? » « Tu fais fausse route. Je pourrais te posséder tout entière, t'anéantir complètement, me nourrir de toi. » Et pourtant tu ne l'as pas fait, et tu ne le fais toujours pas. Quoi que tu sois, tu vas m'obéir, et si tout se passe comme prévu, tu auras même de la nourriture en temps voulu. Une rage, ancienne, contre nature, démesurée, presque démoniaque, tenta de submerger la Sergriffe. Elle fit un pas, puis elle fit un autre pas. Elle ouvrit de nouveau les yeux et avança. Aline, derrière elle, attendait dans la crainte le résultat de cette nouvelle confrontation au labyrinthe d'épines. La voix de Ciri la soulagea plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « Viens, Aline. Désormais, c'est moi qui ai le contrôle. » Des picotements furent ressentis dans le bras végétal de la femme aux cheveux noirs. Elle eut l'impression de redécouvrir un membre de son corps. En l'observant attentivement, elle parvint rapidement à le faire changer d'apparence. Les petites lianes noires et filandreuses qui le composaient passèrent de la forme d'une main à la forme d'une longue lame effilée, puis de nouveau à la forme d'une main, comme si la transformation avait toujours été naturelle pour Ciri. La femme saisit alors de sa main gauche son épée plus traditionnelle, et à l'aide de ses deux armes simultanément, entreprit de continuer sa route en tranchant chacune des ronces qui lui barraient le chemin. La brume devint de plus en plus dense,
si bien qu'il était maintenant impossible de voir à plus de quelques mètres. Les amas épineux qui emplissaient totalement la combe étaient terriblement épais. Un bruit léger, rampant, glissant sur le sol, se faisait entendre par intermittence. Un nouveau mètre fut parcouru par les deux femmes qui les virent alors. De sublimes roses étaient accrochées aux épaisses ronces. Leurs pétales semblèrent se tourner vers les nouvelles arrivantes, comme si les fleurs avaient voulu les dévisager. Le sol avait changé. Ce n'était plus une pierre grise et nue, mais quelque chose d'ancien, qui fut autrefois sculpté et travaillé. Comme si un édifice avait été un jour présent en ces lieux, et qu'il n'en restait que les fondements. Le regard de Ciri fut happé par l'amas de roses le plus garni, qui s'enroulait autour d'un piédestal complètement recouvert d'épines. Quelque chose brillait à son sommet. La femme plissa les yeux. C'était une gemme splendide, d'un rouge profond et sanguin, qui tirait parfois presque sur le noir. « Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que c'est » interrogea Aline, inquiète de la réaction de son amie. « C'est une des pierres que mon équipage cherche, j'en suis certaine. Tu penses que tu peux la prendre » Ciri s'avança encore. Une liane épineuse siffla dans les airs en direction d'Aline qui bondit sur le côté dans la panique. La plante frappa violemment le sol. Les roses frémirent. Des dizaines de lianes se murent. La cergriffe passa à l'attaque. Elle virevolta d'une ronce à une autre, tranchant et découpant à vive allure chaque branche qui se dirigeait vers une des deux femmes. Les deux lames de la bretteuse devinrent le cauchemar des étranges fleurs aux couleurs chatoyantes. Celles-ci redoublèrent la violence de leur assaut. Aline se recroquevilla contre le sol derrière Ciri qui multiplia ses efforts. La femme aux cheveux noirs parvenait encore à maîtriser le flux d'épines assassines, mais quelques-unes commencèrent à faire mouche et lacérèrent sa chair en plusieurs endroits. La combe entière, transformée en gigantesque piège vivant, semblait se refermer sur ses deux victimes. « Tu n'aurais pas dû avancer. Tu seras juste un vulgaire repas, pas assez garni pour satisfaire l'appétit de chacune d'entre nous, mais tout de même dévoré jusqu'à la dernière goutte de sang. » Les mouvements du bras droit de Ciri devinrent incertains et beaucoup plus lents. L'étrange volonté de la rose se dressa de nouveau dans l'esprit de la cergriffe, plus acérée que jamais. Les lianes continuaient de griffer et de trancher dans une tempête d'épines. Aline ne fut pas épargnée longtemps et commença à sentir une douleur causée par de multiples blessures. Ciri ne voulait pas se déplacer davantage. Son corps s'opposait toujours entre l'artisane et une partie des branches meurtrières. Dans un élan de désespoir saupoudré de courage, la femme se précipita vers le piédestal, criant, se débattant avec rage, multipliant les coups à l'aide de son épée de métal, et luttant intérieurement pour ne pas perdre le contrôle de celle du bras végétal. « Tu as perdu. Meurs maintenant. » Une liane entoura l'une des jambes de la cergriffe, qui chuta en avant. Elle tendit son bras gauche et de la pointe de sa lame vint percuter légèrement la gemme cramoisie qui se délogea et roula sur le sol. Dans un dernier effort, Ciri referma sa main sur la pierre. Les sifflements cessèrent soudainement. Des pétales se mirent à chuter lentement de part et d'autre de la combe dans une hypnotique pluie écarlate. Les ronds se reculèrent, séchèrent et se craquèrent. Les roses disparurent une à une, laissant place à une roche grisâtre et brute. La brume, comme si elle avait été en partie retenue jusqu'à maintenant par l'amas végétal, se mit à recouvrir totalement l'espace. À tâtons, Ciri parvint à trouver le corps d'Aline. Son cœur battait encore, et la femme respirait, mais elle avait perdu connaissance. Alors que la cergriffe était sur le point d'essayer de porter son amie, elle ressentit une présence cachée par le brouillard. Elle en fut pétrifiée. Quelque chose d'absolument titanesque s'était avancé vers elle et demeurait invisible. Ciri pouvait le ressentir. Le pouvoir de l'entité qui était en train de l'observer était au-delà de tout ce à quoi elle avait pu assister ou même imaginer. Elle n'était qu'un ridicule grain de poussière. Un rugissement éclata, vibra dans la combe, et dans chaque parcelle disponible du petit être insignifiant que représentait la femme aux cheveux noirs. Le cri fut étrangement mélodique, comme une gigantesque flûte aux notes graves et envoûtantes. Ce fut une complainte cosmique, une ode cyclopéenne et mélancolique. Une aura lumineuse se mit à palpiter, dessinant la silhouette d'une forme colossale. La brume se retira en partie. La combe semblait avoir disparu. Ces hauts murs étouffants n'étaient plus visibles. Ciri eut l'impression de se retrouver une nouvelle fois au sommet du mont Roquetan, mais cette fois au cœur même de l'océan de nuages. La forme se précisa. Une grande et pâle baleine flottait au-dessus des deux femmes. Une voix féminine si puissante qu'il était impossible de faire autrement que de l'écouter retentit. « Comme c'est curieux. Ces roses ont disparu. C'était une véritable plaie.
Oh, mais qui es-tu, toi? Ciri voulut formuler une réponse, mais ne parvint pas à prononcer un seul mot. Ne te fatigue pas. Je lis en toi avec facilité, et je retire ce que je viens de dire. Toutes les roses ne se sont pas éteintes. Pauvre créature, tu sembles déjà avoir un certain contrôle dessus. Fascinant. Tu peux parler maintenant, si tu le souhaites. Mais tu peux aussi demeurer silencieuse. Tu en as le choix. La femme demeura sans voix. Je vois que tu t'inquiètes sincèrement pour ton amie. Sache qu'elle ne craint rien. Elle survivra sans séquelles. Sans séquelles physiques, j'entends. Mais je crois que tu as déjà conscience que ton départ l'affectera terriblement. La quête que tu poursuis est vertigineuse. Nul ne sait tout ce qui peut se cacher dans les limbes, même moi. Nul ne sait ce que les pierres peuvent ouvrir et laisser passer de ce côté du monde. Es-tu bien certaine de vouloir continuer cette folle aventure? Ciri parvint enfin à répondre, mais chaque mot lui demandait une énergie folle. Oui, je dois retrouver Finn, et Julie, et... Tu dois retrouver Julie, en effet, sûrement pour plus de raisons que tu ne l'imagines. Je crois deviner qu'avant que tu ne les quittes, vous pensiez que le fermoir de la déesse était devenu dysfonctionnel. Sache que cet objet ne peut être cassé ou rendu incertain. S'il dit quelque chose, cela ne peut être contesté. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeune Ciri, tu m'as ôté une véritable épine de la nageoire. Cela faisait une éternité que je ne pouvais plus nager ici à cause de ces curieux roses. Et te voir infecté par l'une d'entre elles me fait te prendre en pitié. Je vais te dire ce que je sais, et je vais te dire où te rendre. Mais j'insiste. Il faut que tu comprennes qu'une fois la relique rendue complète et amenée à l'endroit désigné, il n'y aura aucun retour possible. Je suis à l'écoute. Nombreux sont les mystères entourant la naissance de Julie et la vie de sa mère, Siane. Sache qu'il est extraordinaire de naître avec un don pour la magie, sauf si celui-ci est exacerbé par un objet d'une puissance rare. Avant sa mort, Siane a manipulé maladroitement un terrible appareil, puisant son énergie de la dernière gemme que tu cherches. Celui-ci a été réduit à néant. Mais une gemme de la déesse ne peut être détruite. Si petits qu'en fussent les fragments, ils durent s'accrocher à la première source de vie apportée. Tu es aujourd'hui une amie proche de ce qui fut autrefois le seul moyen pour la pierre de continuer d'exister. Se nourrissant des fabuleux pouvoirs de la magicienne, la pierre s'est reconstruite, mais demeure enfermée dans son corps. Alors, le fermoir, il ne se trompait pas. Il indiquait toujours la gemme la plus proche. Un de mes vieux amis est en pouvoir de vous aider. Je vais t'indiquer où le trouver. Pour ma part, il n'y a qu'une seule et dernière chose que je puisse encore accomplir. Es-tu prête à retrouver l'équipage du Cyriella? Et Aline, je ne peux pas la quitter comme ça. Elle ne peut pas passer de l'autre côté. La vie est étrange, Ciri. Elle survivra. Qui sait si vos chemins se croiseront de nouveau? La lumière devint si intense que Ciri ne put garder les yeux ouverts. La grande baleine poussa un nouveau cri. La femme eut une sensation de distorsion semblable à celle qu'elle éprouvait lorsqu'elle traversait les portails créés par Julie. Alors qu'elle se laissait transporter par le pouvoir de l'être qu'elle venait de rencontrer, elle eut une vision d'un endroit bien précis, qu'elle et ses amis avaient déjà visité sans en soupçonner le potentiel. Les papillons bleus voletaient sur des rochers suspendus. Et c'est la fin du chapitre 5, les amis. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro du live. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Je pense que... c'est même pas je pense, c'est sûr. Du tome 2, du tome destiné de la série Esoteria. Le chapitre 5 est mon préféré pour le moment. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié comment l'histoire se déroule, comment l'histoire est composée, comment l'histoire est structurée. Je la trouve très équilibrée, très cool à suivre. Il y a des rebondissements, etc. Et la manière de vaincre l'adversité
la manière de résoudre le conflit, de résoudre le problème est vraiment spéciale et j'aime bien ça. C'est pas une manière conventionnelle qu'on pourrait voir dans n'importe quelle histoire, je trouve. Donc non, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Je pense vraiment que c'est mon chapitre préféré de très loin. Euh, En plus, il y a encore d'autres scènes qui me font penser à plein de choses, mais c'est terrible. Bon, déjà, en effet, j'ai vu les scènes avec la combe, avec la fumée, etc. Ça m'a fait penser au jeu de rôle. Je me demande même s'il n'y avait pas la baleine, en fait, dans le jeu de rôle qu'on avait joué. Ça me parle un peu. Mais en effet, voilà, j'ai eu de nouveaux souvenirs de sessions de jeu de rôle avec Julien, l'auteur du bouquin. Donc, bah, forcément, moi, ça amplifie encore. Le plaisir que je prends à lire ce chapitre. Mais très très cool. Très 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 cool. J'adore la relation entre Aline et Ciri, je la trouve très naturelle, etc. Enfin ouais. Je trouve que tout est bien construit, ça prend son temps sur ce chapitre et c'est pas plus mal. J'avais la bonne théorie, donc je suis très content. J'avais la bonne théorie que la gemme avait en quelque sorte permis la naissance. C'est un peu ça, même si c'est. Enfin voilà, c'est. J'ai l'impression d'avoir compris ça, moi. A permis la naissance de Julie, ou que en tout cas les deux se sont fondus ensemble parce que la gemme elle avait besoin d'un support quelque part. Donc ouais. Donc ça je suis cool, je suis content, je suis cool. Je suis si cool. Je suis content parce que voilà ça va dans le sens de ce que j'avais espéré et je trouve que c'est un bon délire. Donc franchement j'ai bien apprécié. Euh, Il y a toujours ce mystère qui plane sur comment elle est passée du Mont Roquetan à ce lieu, à ce village, comment elle est passée de ce village au Mont Roquetan. C'est un peu bizarre, c'est un peu flou, mais, euh, mais en même temps, il y a justement cette donnée mystique qui entre en jeu qui est vachement cool. Parce que la baleine, ben, on voit qu'elle a un peu un côté omniscient, etc. Donc clairement, elle fait partie, je pense, bah, du panthéon de dieux de cet univers. Ou en tout cas elle en est un messager ou quoi que qu'est-ce. Mais en tout cas, voilà, on entre dans le mysticisme, on entre dans la mythologie de l'univers. Donc du coup, au final, moi, ça m'a pas tellement dérangé ce, cette apparition, cette disparition. Au contraire, je trouve que ça ajoute une ambiance assez intéressante. Donc non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je me rappelle que ouais, ce passage de la rose dans le jeu de rôle que j'avais fait était vraiment dans un lieu très mystique, très bizarre, donc ça va avec l'esprit que voulait donner Julien, je pense. Euh, je me rappelle que c'était un truc assez glauque quelque part, avec la fleur qui te parle à l'intérieur de ton cerveau et tout. Enfin ouais. Mais Siri qui arrive à contrôler la fleur, et ça c'est beau. Par la leçon de la méditation quelque part. Et ça pareil, j'ai trop kiffé cette scène. Je sais même pas si tu t'en rappelles Julien en fait. Je sais même pas si c'est une référence de ta part entre guillemets, une référence entre guillemets à un de tes souvenirs ou si tu t'en souviens même pas. Mais c'est moi du coup ça m'a fait marrer parce que il y a une scène qu'on a vécue tous les deux IRL et que je raconte souvent à des gens en plus parce que je dis que je comprends pas comment tu fais. C'est la scène justement de leçon de méditation. À un moment, je t'avais dit que je trouvais ça impossible de ne penser à rien. Et tu m'avais dit, mais si, regarde, t'avais fixé le vide pendant 3 secondes. Et après, tu m'avais regardé en mode, voilà, là, j'ai pensé à rien. Et j'étais en mode, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais. Et c'est marrant parce que cette scène-là, c'est resté gravé, genre, je la raconte assez souvent. Et du coup, d'avoir vu une scène un peu similaire, même carrément similaire dans ce bouquin, ça m'a fait bien marrer. Ça m'a rappelé un beau souvenir. Et encore une fois, c'est très drôle parce que, encore une fois, je m'identifie autant à Aline que à Siri. C'est-à-dire, je m'identifie à Siri dans ce fait de impossible de penser à rien, etc. Et je m'identifie à Aline dans le fait que je crois que la méditation peut avoir des bienfaits, etc. Et que c'est important de, de prendre conscience du présent, de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, et ainsi de suite.
Donc en fait, c'est très drôle parce que je suis dans l'ambivalence des deux personnages et je kiffe les deux personnages et je kiffe la relation des deux personnages. Donc vraiment, c'est un, c'est un carton plein de mon côté en fait là-dessus parce que je kiffe les deux persos et je me mets aux deux. Donc je me souviens bien de ces moments. Ah! Non, franchement, je kiffe bien. Je kiffe bien Jus. Ça m'a, ça m'a régalé. Ce chapitre m'a régalé. J'ai vraiment trop kiffé. J'ai vraiment trop kiffé. Ah là là. Moi, la fois, bon, c'est une anecdote que je ressors aussi souvent, mais l'une des rares fois où j'ai essayé de méditer, c'était avec mon ex. Et genre, en fait, je me tapais des barres. Genre, je pense que je suis. En fait, c'est bizarre. J'allais dire que je pense que je suis d'un naturel joyeux, rieur, etc. Mais en fait, je sais pas, ça dépend. Parce que il y a aussi des moments où je me prends grave la tête et ainsi de suite. Mais, euh, mais je sais pas, je pense que quand je suis avec des gens, j'ai tout le temps envie de rire. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un truc un peu comme ça. Enfin, bon, bref. Toujours est-il que pour moi, méditer c'était impossible parce que je me tapais des barres en perma en fait. Et genre, dans ma tête, j'étais en mode, je le prends au sérieux, je suis sûr que ça peut avoir des bienfaits. Mais dans les faits, c'était impossible de méditer pour moi. Je me tapais trop des barres. Et même si je suis seul, je pense que je me tape des barres en fait. Je sais pas, c'est genre trop bizarre. Mais bon, bref. Euh, Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que. Bon, là, je digresse complètement, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a différentes manières de méditer. Je pense que par exemple, la lecture, c'est quelque part une sorte de méditation, dans le sens où tu changes un peu ton état de conscience, ta manière de penser. Donc, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui. Beaucoup d'états de contemplation, d'admiration, d'émerveillement, qui peuvent un peu. De rêve aussi, même qui peuvent un peu être dans ce mood-là méditatif agréable et intéressant pour focus sur les bonnes choses. De toute manière, ouais, c'est clairement ultra, ultra giga méga important, je pense, de profiter des choses, de savourer les choses. Et là, j'ai, je me suis délecté de ce chapitre 5. De bout en bout, je l'ai trouvé vraiment très cool. Si ça a été votre cas également, en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour le dire à l'auteur, ça lui fera plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter son œuvre globalement, même si c'est du négatif, si vous faites une critique constructive, ça lui sera forcément utile, donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo, à vous abonner à la chaîne et tutti quanti. Comme je le disais, on arrive bientôt à la fin, puisqu'il ne nous reste que le chapitre 6 et 7. Qui sont de longueur un peu plus courte. Donc je vais pouvoir en faire la lecture sans souci. C'est bien ça, hein. Je suis en train de vérifier en même temps. 29 pages et 29 pages. Bon bah voilà. C'est kiff kiff bourricot. Et là ce soir j'ai lu 40 pages. Ouais donc c'est ça. Donc grosso modo, plus que deux lives d'environ 1h30 pour ces lives restants, qui auront lieu certainement, vendredi 21h et début de semaine prochaine, soit lundi, soit mardi, je pense, 21h. Le meilleur moyen de le savoir, c'est encore de me suivre sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram et tutti quanti, vous connaissez les bails. Merci Julien de m'avoir accompagné sur toute cette lecture, ça m'a fait plaisir. J'ai presque eu l'impression de... C'est marrant, j'ai eu l'impression de reparler du passé avec toi par lecture interposée, c'est marrant. J'ai l'impression de m'être fait plein de souvenirs. Ouais, du débrief de souvenirs comme ont pu le faire Aline et Siri. J'ai l'impression d'avoir fait du débrief de souvenirs et j'ai l'impression d'avoir fait du presque un peu de jeu de rôle avec toi, tu vois. C'est marrant. Franchement, c'était très agréable. Donc merci beaucoup de passer sur les lives. Ça régale, ça régale. Et écoutez, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, bah, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, hein. Je pense qu'on va juste se dire à la prochaine pour la prochaine lecture. Et... je sais pas comment me mettre. Non, j'ai besoin de mes deux mains, mince. Et bye bye.